de Genspot. Messieurs, je vous remercie de vous être rendus disponibles pour cette audition. Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une quinzaine de minutes à partager entre vous dans l'ordre que vous souhaiterez. Je vous remercie de nous déclarer au préalable tout autre intérêt public ou privé de nature à influer sur vos déclarations. Nous pourrons ensuite échanger sous forme de questions-réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacun alternativement à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci beaucoup. Vous avez la parole dans l'ordre que vous souhaiterez. Bonjour à tous. Alors, je vous propose de commencer et après on ira dans l'ordre peut-être de la table. C'est ce qu'on s'est mis d'accord pour cette audition. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, et les membres de la Commission, déjà encore merci de nous donner l'opportunité d'exposer la position de la filière, des FAB8, j'y reviendrai, c'est quoi ces FAB8, et du CSF, les comités, les solutions de numérique de confiance, qui effectivement également que je représente aujourd'hui. Je représente effectivement les éditeurs de ce qu'on appelle les solutions collaboratives, que je présente au sein du CSF, le fameux CSF qui a été créé assez récemment et dont je suis également membre du conseil d'administration. C'est à ce titre-là que je vais prendre aussi la parole. Je crois que vous avez déjà eu le président Michel Paulin. Alors le CSF aujourd'hui, quand même pour le rappel, regroupe aujourd'hui tous les éditeurs français, industriels, et en particulier les solutions collaboratives, tous déjà très engagés auprès des secteurs publics, justement pour faire avancer nos sujets, qui sont au cœur de nos préoccupations. Et pour rappel, la filière, c'est quand même 25 milliards d'euros. On est sur une filière qui est devenue très importante et stratégique. Et par ailleurs, effectivement, moi je dirige Genspot, donc une solution complète pour remplacer Microsoft 365, donc qui est effectivement éligible à ces questions-là, justement, autour de la souveraineté. Et pour vous donner les éléments, 5 millions de chiffre d'affaires, 50 collaborateurs, une boîte autofinancée, détenue par ses fondateurs, plus de 400 clients, 400 000 utilisateurs au quotidien, et 40% de nos clients sont dans le secteur public. J'ai envie de dire seulement. Enfin, on est comme le PIB français. Souvent, il y a l'idée qu'on vivrait du secteur public et des subsides. La réalité, c'est 60% de nos clients sont du secteur privé. Une société 100% souveraine et lauréat de France 2030 pour l'appel à projet suite bureautique alternative. Donc, effectivement, on est au cœur de ces sujets de dépendance par rapport à ça. Alors, une lecture synthétique de la situation, maintenant que j'ai donné un peu d'où je parle, comme on dit, pour parler de la situation, des enjeux, des problèmes, et parler aussi un peu des solutions de manière très synthétique, pour éclairer nos débats collectifs, parce qu'effectivement, il s'agit de débats collectifs pour la filière, pour la France, pour l'industrie, évidemment dans le numérique. Moi, c'est un sujet très ancien. Pour ma part, j'ai commencé à basculer en 2006, donc ça fait 20 ans, suite à des comportements de Google qui s'était montré, justement, qui supprimait les sites de manière tout à fait unilatérale. Et donc là, je me suis dit, oh, il y a un problème de souveraineté. On n'est plus dépendant maintenant du web tel que je l'avais imaginé, qui est un web libre, un web ouvert. Et il s'était refermé avec Google. J'accélère. En 2013, il y a la création d'Eiffel, Entreprendre en France pour l'édition logicielle, co-créé à l'époque d'ailleurs avec également un des membres des FAB8, qui est Vincent Boutor de Jalio, c'est une autre société du domaine. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous voyez bien qu'il y avait ce début de déséquilibre vis-à-vis des acteurs américains. Et en 2020, c'est le basculement avec un mouvement qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, qui s'appelait Play France, au moment du Health Data Hub. Quand le Health Data Hub bascule, on va dire, il bascule en 2019, mais enfin c'est connu publiquement en 2020. Et donc là, effectivement, c'est la sidération. Et là, il y a vraiment un mouvement énorme qui s'est fait autour de nous. On avait lancé ça au départ comme une tribune, etc. Parce qu'effectivement, cette question de souveraineté devenait vraiment une problématique très prégnante. Dans la foulée, 2021, la création des FAB8, effectivement, parce que les outils collaboratifs sont au cœur du combat, parce que tous les gens qui travaillent aujourd'hui ont un outil numérique à leur disposition. Et à l'époque, on fait d'ailleurs une proposition à la DGE. On a des photos de l'époque. On avait juste un petit peu moins de cheveux ou des cheveux un peu moins blancs. Mais par contre, les 8 étaient déjà là et on est toujours là pour porter justement cette parole de filière. Tous les FAB8 à l'époque, qui est un terme qui s'est un peu dilué après dans le CSF, parce qu'après, on a eu une représentation, on va dire, officielle. 2025, création du CSF. Mais le rapport, et en parallèle aussi,
du rapport Draghi. 30% du PIB aujourd'hui vient du problème du numérique et de notre dépendance. Le rapport Asterès-Sigref, 262 milliards par an qu'on donne en transfert numérique. Donc cette question de dépendance, elle est claire, elle est problématique, et on en est les premiers à le vivre. 2026, une bonne nouvelle, et je sais qu'on a eu une première date pour cette audition qui a été reportée, et finalement là pour le coup ça tombe bien par rapport à ça, c'est que le Health Data Hub passe aujourd'hui avec un appel d'offres sous un cloud européen avec Scaleway qui a été retenu. Donc là il y a un changement, clairement, et en même temps la Commission européenne fait appel d'ailleurs à 4 cloudistes européens, dont à nouveau Scaleway, dont OVH, mais aussi les gens de Clever Cloud par exemple, pour basculer leurs agences. Donc on est dans un autre moment, dans un moment effectivement un peu où là on revoit arriver en fait la puissance européenne, et cette commission vient rajouter à ces initiatives pour aussi accélérer sans doute le mouvement, clairement sur lequel on peut voir qu'il y a un changement, et tous ceux qui nous disaient que c'était pas possible, je pense qu'aujourd'hui voient que c'est possible. Donc la question c'est possible jusqu'où? C'est une question industrielle. Je ne peux pas passer sous silence le fait qu'il y a eu en 2022, justement, l'État avait commencé à avoir une vraie politique industrielle, mis en place justement un appel à projet France 2030 qui était assez doté pour les solutions justement des suites bureautiques alternatives. Il y a eu 3 lauréats, dont d'ailleurs WIMI qui est ici, Jamespot et Interstice. Donc là, il y avait une politique industrielle qui commençait à se mettre en place dans cette idée justement d'avoir des champions nationaux. Alors ce qui exclut absolument pas les autres, hein, parce que justement, un appel à projet ne fait pas des champions. Hein. Les champions, c'est tous les jours au niveau du terrain que ça se fait. Il n'empêche que ce qui s'est passé par la suite, c'est que alors qu'il y avait cette politique industrielle qui était en marche, bah, en fait, en parallèle, on a eu un changement de cap de la part de l'État avec l'apparition d'une offre étatique unifiée, la suite, et qui a donné lieu à énormément de problématiques parce que réduction de facto de la place du marché, difficulté de visibilité de l'articulation, énormément d'ailleurs de frictions qui ont été résolues difficilement à coup d'arbitrage des différents ministres qui ont voulu se succéder les uns les autres. Et donc on pose vraiment une question, pourquoi passer d'un modèle de soutien à un écosystème de filière qui est justement ce qui réussit partout dans le monde à un modèle de production centralisée? Ça, c'est vraiment un sujet qui a été au cœur des débats. Et un point clé par rapport à ça, c'est la doctrine justement des achats de l'État, qui est assez claire. Normalement, c'est faire d'abord, et ça a été réaffirmé, recourir en priorité aux solutions disponibles sur le marché. Principe fondamental qui normalement devait s'appliquer, mais dans les faits, on observe une vraie divergence. Donc ça, il y a un sujet de fond qui traverse en particulier notre secteur, mais pas que. Et d'autant plus que nos solutions, elles sont utilisées par les administrations de premier plan. Je pense que mes camarades pourront donner aussi leurs chiffres, mais nous, par exemple, on est déployé à la CNAM, à plus de 80 000 utilisateurs au quotidien, et tous mes confrères sont déployés de manière massive. Donc la question, c'est pas celle de l'existence d'une offre, la preuve, elle est là, elle est déployée, mais celle de ses achats, hein, parce que jusqu'à présent, l'État était plutôt frileux là-dessus. Et ça nous pose un certain nombre d'interrogations. Alors après, vos auditions, je trouve, ont donné plein d'éclairages, comme par exemple un DSI de l'État qui a dit qu'il ne voyait pas comment il pourrait travailler avec des PME. Les gens qui sont autour de la table sont des PME, et on est fiers d'être des PME, il n'y a pas de honte à ça. Qui ne pouvaient imaginer travailler qu'avec des boîtes de plus de 2000 personnes. Or, dans le numérique, aujourd'hui, en éditeur logiciel, des boîtes de 2000 personnes, il n'y en a pas, ou très peu. Et dans le collaboratif, alors il n'y en a aucune. Donc, du coup, ça tue tout de suite le match, parce qu'effectivement, d'où vient ce chiffre? Pourquoi? Est-ce que c'est normal d'exclure les PME? C'est une vraie question, alors qu'on est les acteurs innovants de la filière. Donc, ça, c'est le constat, d'autant plus que l'impact économique des choix publics n'est pas neutre. Le modèle étatique on développe en interne, etc., coûte finalement un coût direct à l'État, avec une destruction de la filière de ce qu'elle peut construire, parce que du coup, ce n'est pas des logiciels qu'on va pouvoir exporter. Il n'y a pas de réentrance, ni de TVA, ni de charge sociale. Enfin, on est au contraire dans un modèle de pure dépense. Alors que, on l'a estimé sur 5 ans à une perte sur le secteur du collaboratif à plus d'1 milliard d'euros quand même. Il faut voir que le collaboratif en France, c'est 2 milliards aujourd'hui, pour vous donner un peu par an, d'accord. Et la filière, elle a à peu près 200 millions aujourd'hui, filière française. Bon. Le reste, c'est Microsoft.
et un peu de Google et un peu d'autres acteurs étrangers. Alors qu'un modèle multi-éditeur français permettrait une création de valeur nette estimée entre 50 et 200 millions d'euros, par justement le fait de créer des emplois qui permettent ensuite, entre autres, de faire aussi de l'exportation et création de 3 à 4 000 emplois. Donc, renforcement de la souveraineté par la filière, alors que là, il y a plutôt un affaiblissement. Donc, le choix n'est pas neutre, il est économiquement structurant. Il n'est pas juste idéologique, il est vraiment... et comme l'a dit d'ailleurs Michel Paulin, on voit le système se reproduire, hein, nous au niveau du CSF, parce que là on parle des outils collaboratifs, mais dans la santé, dans les collectivités territoriales et dans d'autres endroits de l'État, avec cette idée effectivement, est-ce que la commande publique elle est là pour structurer la filière ou la fragiliser? C'est une vraie question. Et puis je finirai sur dire que le rôle de l'État pour nous il est clair, hein, il doit être architecte, régulateur et accélérateur en utilisant la commande publique, mais y compris justement pour les PME. Et c'est un bon exemple quand même de voir que, on prend toujours l'exemple américain qui cartonne, ou le modèle israélien, ou le modèle... Enfin, quand on regarde ceux qui cartonnent, c'est des modèles dans lesquels il y a des éditeurs de logiciels qui sont effectivement au premier plan. À commencer par les États-Unis, Microsoft en est quand même le bon exemple. D'accord ? Microsoft est une boîte qui existe depuis longtemps sur cette logique-là. Et en étant très clairement massivement financé, on le sait, par des éléments publics, quand il y a besoin d'accélérer sur des nouveautés. Donc, nous, en tout cas, et je finirai là-dessus, nous, on voit 4 leviers immédiatement mobilisables. C'est-à-dire qu'on est justement à un moment où l'action est complètement possible, étant donné ce que j'ai présenté, étant donné la filière qui existe. C'est appliquer pleinement la doctrine cloud au centre, donc pour aller vers le cloud, mais dans une logique de souveraineté, avec ces logiques d'achat numérique qui seraient vers la filière. La deuxième chose, c'est organiser la diversité des fournisseurs, et à commencer par les PME. On croit beaucoup à la diversité et à la concurrence qu'on a déjà toujours pratiquée entre les Fab 8 et qui nous ont plutôt réussi, parce qu'il ne faut justement pas rentrer dans un monopole, qui serait un monopole d'État ou un monopole d'un autre acteur à qui on donnerait les clés du camion, comme on le fait pour Microsoft. Donc faire de l'interopérabilité un sujet central. Et le quatrième point, c'est utiliser les clauses stratégiques existantes dans la commande publique. On a suffisamment ce qu'il faut sans attendre le European Buy Act, sur lequel on est tous évidemment en attente de ça, en matière de performance globale, d'impact environnemental aussi, parce qu'on est en mieux disant vis-à-vis de ça, et des retombées économiques. Alors la filière, elle, de ce qu'on côté à ce structure, vous l'avez vu avec Michel Paulin, mais je pense qu'on va renforcer là-dessus, l'annuaire, le catalogue du CSF, la présence à Vivatech, le projet Open Interop qu'on a lancé pour créer justement ces logiques d'interopérabilité, des matchmaking aussi lancés justement entre les offreurs et les acteurs, sur lesquels on a été très moteur vis-à-vis de ça, sur le cloud, les outils collaboratifs, là il y en a qui vont venir sur l'IA et le quantique. Et donc ce cadre-là permettrait vraiment de répondre aux enjeux de la souveraineté, de la maîtrise des risques, parce que clairement, nous, on est justement ici en face de vous, on n'est pas loin outre-Atlantique, et de la structuration de la filière industrielle française et européenne. Donc les choix qui seront faits aujourd'hui ne sont pas seulement des choix techniques, ce sont des choix industriels structurants pour la France, pour rattraper notre retard, qu'il faut quand même regarder en termes de balance commerciale, mais sans creuser nos déficits, justement en donnant toute la place à l'innovation et aux acteurs. Voilà, c'était mon propos liminaire. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui... Monsieur Fauré. Continuer. Alors moi je suis Thomas Fauré, je suis président de Waller, qui est une société éditrice de logiciels qui a été fondée en 2013, on a 13 ans. C'est une PME d'une trentaine de collaborateurs et on fait aux alentours de 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au départ, la souveraineté numérique, en quelques mots, pour moi, n'était pas vraiment un sujet quand j'ai créé la société. Mais rapidement, je me suis rendu compte que créer du logiciel en France, et ce, il y a 10-15 ans, c'était tout de suite être comparé aux fameux GAFA. Et je suis devenu quelque part techno-souverainiste assez rapidement. Parce que je crois qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui avec de dépendre autant de puissances étrangères en matière logicielle, en matière technique et technologique. Et donc c'est cette défense de la souveraineté numérique, pour ma part, elle s'inscrit en toute logique avec mon travail d'entrepreneur. C'est d'abord, je crois, et je vais
évidemment pas autant détailler tous les axes que tu as déjà détaillés, Alain. Je crois pour ma part que c'est d'abord un geste de confiance dans nos entrepreneurs et finalement dans notre pays. Ça, c'est très important, vous qui êtes représentant de la nation. Je crois que les entrepreneurs font partie de la nation et qu'aujourd'hui, si ça peut être un sujet, puisque dans le contrôle des politiques publiques que vous avez et que vous mettez en place dans ces commissions, aujourd'hui, la nation, parfois, a le sentiment d'avoir un adversaire qui s'appelle l'État. Alain Garnier a évoqué les politiques changeantes. Moi, je pourrais aussi revenir, si vous le souhaitez, là-dessus. J'ai une idée très claire pour moi. L'État, dans son ensemble, manque de cohérence absolue en matière de politique numérique. Il y a des politiques numériques qui sont mises en œuvre, tantôt abandonnées, tantôt effilochées. Et moi, je prône évidemment une cohérence de ces politiques numériques. Voilà, je vais passer la parole à mon voisin. Merci Monsieur le Président, Mesdames. Merci de nous recevoir et c'est un honneur et une responsabilité pour nous. Et en effet, très heureux que cette commission d'enquête se penche sur ces sujets sur lesquels nous œuvrons depuis des années. Donc je suis président de WIMI. La société s'appelle Cloud Solutions et WIMI est la marque principale le nom commercial par laquelle la société est connue. WIMI, c'est un acteur qui a été créé il y a 15 ans. Et l'origine de la société, c'est que nous avions dans mon activité, j'ai aussi une activité de conseil en stratégie, conseiller à la Caisse des dépôts à l'époque sur les stratégies d'investissement, dans la doctrine d'investissement de la Caisse dans le domaine du numérique. Et c'était l'occasion de découvrir ce sujet de cette carence de marché de l'offre française et européenne dans cette matière. Nous avons créé la société, l'avons développée avec progressivement une stratégie que je qualifierais de duale. Nous considérons que la souveraineté numérique est un sujet stratégique et au plein sens du mot, au sens où on pensait qu'il y avait des sujets stratégiques dans les années 50 et 60, dont faisait partie par exemple la maîtrise du nucléaire. Eh bien, nous voyons le numérique de la même façon. Le grand public a été peut-être habitué, nous aussi au départ, à voir le numérique comme un jouet ou bien comme une utilité, une fonction, mais en une dimension stratégique. Et on le voit aujourd'hui dans l'évolution de la géopolitique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de travailler sur deux volets parallèles, le volet défense et le volet civil. Sur les activités défense, nous avons fait un partenariat récemment avec le groupe Thales. Nous avons porté notre suite numérique collaborative sur des infrastructures de défense et nous avons obtenu conjointement avec deux partenaires, dont Thales, des homologations de diffusion restreinte qui nous permettent aujourd'hui d'adresser le marché européen. Nous avons déjà des premiers clients en cette matière. Donc, ce sont les homologations DRSF, RUE. Ça, c'est le volet défense parce que ça nous semble être essentiel. Et puis, donc ça, c'est le domaine qu'on pourrait qualifier des données classifiées. Et à côté de ça, il y a les données sensibles. Pour les données sensibles, nous avons travaillé sur les sujets de cybersécurité en partenariat étroit avec l'ANSSI. On est en cours de qualification Secnum Cloud en phase finale. Et puis, on est qualifié HDS pour le domaine des données de santé. Ce sont des investissements lourds pour une société, pour toute société, parce que ça veut dire aussi bien sur le sujet défense que sur le sujet civil, ça veut dire d'être capable de répondre à des exigences qui ont été conçues, qui n'ont pas été conçues à l'origine d'ailleurs pour des PME, mais plutôt pour des grandes structures. Nous y sommes parvenus. Alors pourquoi et nous avons des clients, pour illustrer un petit peu, dans différents secteurs, de la même façon que mes confrères. Dans le domaine, j'ai cité la santé, par exemple les hôpitaux de Marseille, les hôpitaux de Bordeaux, dans le domaine des collectivités locales, un certain nombre de collectivités locales, dont par exemple la région Martinique, dans les banques, Covea, la COFAS ou la BPI sont des clients de WIMI. Et on pourrait citer comme ça toute une série de clients. Et nous avons signé également un partenariat avec Atos pour les données sensibles, pour adresser de manière plus rapide, pour accélérer l'intégration au sein de grands groupes, avec une demande qui s'est démultipliée depuis quelques mois sous l'influence des événements, du découplage en cours, du processus de découplage qu'on observe entre les États-Unis et l'Europe. Et alors, pourquoi
pourquoi, face à l'ampleur de ces sujets, les acteurs de la filière, et WiMi par exemple, sommes encore si petits. On peut citer beaucoup de très belles références et travaillons pour Bercy, au sein de l'État, pour les comités les conseils d'administration qui sont faits avec les organismes publics, se sont faits à travers WiMi. Bon, on a beaucoup de très belles références, mais on reste encore de petits acteurs. Et la phase d'accélération n'a pas pris ces dernières années la courbe qu'ont pris les phases d'accélération d'acteurs qui sont devenus les géants américains, par exemple si on prend le cas des États-Unis. Alors, il nous semble, quand on en parle entre nous, qu'il y a différents obstacles. Il a été mentionné les politiques fluctuantes au sein de l'État. Peut-être l'exécutif a varié, continue. Bon, il y a quand même aussi des éléments de continuité, notamment le travail de l'ANSSI, qui est un élément géré de continuité avec ce référentiel Secnum Cloud, qui a le mérite de mettre, je dirais, la barre haute en Europe sur ce sujet de la cybersécurité pour les données sensibles. Mais enfin, il me semble que s'il y avait un obstacle, un point qui fait encore obstacle, ce n'est plus l'offre. Il y a 5 ans, il n'y avait peut-être pas l'offre, n'était pas encore mature. Ce travail de front a été fait par les acteurs, par certains acteurs, dont nous faisons partie, la French Tech. Ce n'est plus la prise de conscience, ça s'est fait aussi depuis, je dirais, quelques trimestres, suite aux événements que tout le monde connaît, notamment outre-Atlantique, mais aussi, on sait aussi l'enjeu à l'Est, ou les enjeux à l'Est. Eh bien, le dernier obstacle qui reste à franchir pour la France, c'est la capacité à travailler avec des petits. C'est le gros qui travaille avec des petits. Et ça, c'est un obstacle culturel, et on sait tous que les obstacles culturels sont les plus difficiles. Comment travailler avec un petit? Les Américains savent le faire. On sait qu'ils savent très très bien favoriser leurs gros acteurs, ça, ils savent très bien le faire, mais ils savent aussi confier des contrats majeurs à de petits acteurs. On l'a vu en biotechnologie, on l'a vu dans le domaine du numérique. Ils ont su, on peut le détailler historiquement, ils ont les outils pour ça, il y a la DARPA au plan de la défense, mais il y a d'autres outils civils, en tout cas ils savent le faire, il n'y a pas d'obstacle culturel à donner des contrats substantiels à une petite structure. L'Allemagne sait le faire aussi, à sa manière, avec un autre modèle qui a permis l'émergence des ETI, qui sont, on le sait, 3 ou 4 fois plus nombreuses dans ce pays, notamment parce qu'on peut confier, on peut transformer une PME en ETI en quelques trimestres et une ETI en grande entreprise encore en quelques trimestres. Il y a un obstacle, alors cette difficulté à travailler pour un gros, à travailler avec des petites structures, cette difficulté culturelle, je crois que ça peut être un thème qui nécessite, je dirais, un coup de pouce, un encouragement. Et c'est là que, à la fois l'exécutif et le législatif peuvent avoir un rôle déterminant pour que les décideurs de terrain, qui sont les acheteurs, les DSI, les dirigeants d'entreprise, eh bien, osent franchir le cap. Et en réalité, il suffit de pas grand-chose. Les exemples que nous donnons là pour WiMi, les accords que nous avons noués récemment avec Atos, avec Thales, avec La Poste, pour prendre ces exemples. Dans le domaine du bâtiment, avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, nous avons noué un partenariat pour équiper la filière du bâtiment. Il y a une fracture numérique dans le domaine de la filière. Nous avons même créé une société commune, une joint venture entre un organisme public, CSTB, qui est un organisme qui dépend du gouvernement, et puis une petite société, une PME, qui est la nôtre. Eh bien, ce sont des exemples de succès qui montrent qu'il n'y a pas de fatalité, que la France peut tout à fait s'engager dans cette voie. Il y a encore des réticences, il y a encore des peurs, sans doute. Et il me semble que beaucoup de raisons qui sont alléguées, oui, mais est-ce qu'ils sont assez gros, est-ce qu'ils sont assez ceci, assez cela, est-ce que les offres, eh bien, sont souvent des paravents dans lesquels on se cache. Comme l'a dit, l'a rapporté mon confrère tout à l'heure, un haut fonctionnaire a exprimé le souhait qu'il ne souhaitait pas discuter avec des sociétés de moins de 2000 personnes. Bon, ce genre de frein existe encore, il est dans les têtes de beaucoup. Avez-vous la taille? Êtes-vous assez gros? Évidemment, c'est la poule et l'œuf. Donc pour ça, on appelle de nos voeux une politique industrielle, un fléchage et surtout qui exprime une volonté de faire émerger des champions nationaux et des champions européens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la rapporteure, j'aurais peut-être une question pour faire écho à ce que vous venez de dire et voir comment est-ce qu'on peut le développer. Voilà. Vous avez dit l'administration, en tout cas le secteur public, a du mal à faire confiance à des petites entreprises. Du coup, ce que vous avez fait, vous, chez WiMi, c'est que vous êtes allié à des gros pour pouvoir adresser la taille directement. Est-ce qu'aujourd'hui, ces ESN, qui sont une spécialité française, sont un des moyens pour vous de rentrer sur des marchés, mais est-ce que du coup, est-ce que vous en retirez autant de valeur ajoutée que si vous contractiez directement ? Parce que c'est une des questions qui est posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas une captation de la valeur ajoutée par ces gros qui répondent à l'appel d'offres et qui ensuite, via de la sous-traitance,
capte une partie de la valeur ajoutée, ne la rétrocède pas pour que... Voilà. Donc est-ce que vous arrivez à discuter de façon commerciale cohérente avec ces entreprises-là, tout en maintenant votre niveau de marge, votre niveau de valeur ajoutée, qui vous permet de faire la recherche et développement, qui vous permet de développer le produit et qui donne ce cercle vertueux. Et je pense que la question est la même aussi pour Weller comme pour Genspot et pour la filière, en fait. Donc en un mot, oui. Nous travaillons avec des partenaires avec lesquels nous avons trouvé un équilibre économique raisonnable. Donc on n'a pas aujourd'hui ce sujet. Le sujet, c'est vraiment la demande en aval, qui est celle qui provient de l'État, qui provient de la sphère publique plus largement, et pour ce qui est également des entreprises. On est dans un pays, c'est Colbert, donc tout le monde regarde ce que fait l'État. Avant, vous avez dit avec les partenaires avec lesquels vous avez contracté. Oui. Ça veut dire qu'il y a d'autres partenaires qui ne seraient pas dans cette logique-là et pour lesquels vous n'arriveriez pas à contracter de cette même façon ou pas? Oui, alors pour moi, la réponse est moins évidente. On a chez Weller travaillé déjà avec des ESN. En particulier, l'exemple que je peux donner, c'est il y a quelques années, nous avons gagné un contrat auprès de Pôle emploi grâce à Accenture. Et il y a eu, il me semble, quand même une captation de valeur importante, c'est-à-dire qu'ils ont dirigé le projet au départ, mais ils nous ont fait payer une sorte de mensualité tout le temps du contrat derrière, qui était juste une sorte de rétribution du fait qu'ils nous aient apporté un contrat sans qu'il y ait derrière de service. Donc moi, je crois qu'il y a quand même que le sujet n'est pas si facile. D'autre part, je pense qu'il y a des ESN qui se positionnent aussi aujourd'hui comme des concurrents, des éditeurs que nous sommes. Je pense notamment à Soprasteria, qui dans son métier d'intégration vient d'annoncer la création d'une suite souveraine, alors qu'il en existe un certain nombre. Donc je pense que la réponse n'est pas si naturelle. Par ailleurs, concernant nos clients, donc j'ai sûrement pas suffisamment cité tout à l'heure, mais c'était à mon avis pas le propos. Concernant nos clients, on s'aperçoit qu'un produit bien fait, c'est un produit qui n'a pas besoin d'intégrateur. Évidemment, ce que je dis est un propos un petit peu choquant, mais je crois qu'à l'heure de l'intelligence artificielle déployée partout, les ESN ont quand même du souci à se faire, en particulier dans ce métier d'intégration et de développement logiciel de briques qui seraient complémentaires ou adaptés à un client spécifique. Pourquoi ? Parce que les journées qu'il facturait peut-être, je ne sais pas combien vaut une journée de développeur, ça peut valoir 800, 1000 euros, quelque chose comme ça, ou peut-être moins si c'est juste une intégration simple. Aujourd'hui, c'est fait en quelques heures, quelques minutes, par les IA génératives. Donc je crois que ce sont des modèles qui vont basculer. Et par ailleurs, cette compétence d'adaptation que nous pouvons mener auprès de certains clients, qui est ce métier d'intégration, puisque dans le développement logiciel, il y a vraiment le développement du produit souche et l'intégration de ce produit dans un écosystème déjà existant. Je pense que les éditeurs vont pouvoir l'assurer, ce métier, plus facilement qu'hier. Donc voilà, je dirais, en tout cas, nous, on a fait le choix de nous dégager de ce genre de partenariat où on avait l'impression, et je me souviens à Atos, on était en concurrence tous les deux, d'avoir un contrat qui n'était pas fair. Alors j'imagine vous avez dû mieux négocier que nous, mais je dirais pas qu'on n'a pas besoin de ça pour vendre, mais je ne sais pas combien de contrats sont vendus réellement par ces intermédiaires. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos propos introductifs. Peut-être avant de poser ma question, redire qu'on a fait le choix, contrairement à d'autres commissions d'enquête, d'essayer d'être toujours dans les propos les plus justes et les plus mesurés. Je dois vous dire qu'à ce stade, entendre que l'État serait l'adversaire de la nation ne me semble ni juste ni mesuré. On peut avoir ce débat-là, mais je pense qu'il dépassera de très loin le cadre de nos commissions d'enquête. Donc, il me semble qu'on peut développer un propos, et chacun est libre ici de ses propos et de ses arguments, mais d'essayer de rester dans des mesures. Voilà, c'est des mots qui ont un sens, qu'on les prononce à l'Assemblée nationale.
Sur ma question, la première, peut-être pour revenir, vous avez évoqué le chiffre de 2 milliards de chiffre d'affaires. Peut-être pour le comprendre, 2 milliards ces 2 milliards, c'est l'argent qui est dépensé en France sur les suites collaboratives. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la part privée, publique, peut-être, de ces 2 milliards ? Voilà. Ouais, pardon. Donc ces chiffres de 2 milliards, c'est effectivement ce qu'on a estimé avec le comité stratégique de filière. En fait, on a très peu de chiffres pour aller dans le détail et pour répondre. C'est recoupé par pas mal d'éléments qui sont la part de la partie collaborative sur les 25 milliards, la part également déclarée de Microsoft, dont on sait qu'il y a à peu près 80-90% des outils collaboratifs qui sont chez Microsoft et qu'on connaît à peu près là aussi, parce que les chiffres de Microsoft sont noyés à l'intérieur de leur division, ce qu'ils appellent Professional Cloud. Donc en fait, tout ça, ce sont des hypothèses. Et d'ailleurs, il y a pas mal de travaux en ce moment qu'on attend tous impatiemment, dans lesquels, justement, pour avoir plus de chiffres. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, même la question de savoir combien dépense l'État sur ces questions-là, on n'a pas cette info-là. Enfin, je crois que vous n'êtes pas sans le savoir. Et que ça fait, allez, on va dire, ça fait effectivement 2-3 ans que nous, on demande ces chiffres-là, encore. La DGE était très demandeuse, etc. Voilà, là, il y a des éléments chiffrés qui devraient sortir aujourd'hui des dépenses de l'État, mais on n'a pas ces informations-là plus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on regarde, effectivement, le chiffre de 80 à 90% de dépenses américaines sur le logiciel, ça, c'est vraiment une constante. Et il suffit de voir après les... Et là, par contre, on a des chiffres. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi les chiffres de ces boîtes cotées américaines. Ça, c'est l'avantage. Et qu'on regarde dans n'importe quel secteur, et dans le collaboratif, c'est encore plus prégnant parce qu'il y a un monopole de fait que même un GAFAM comme Google n'a pas réussi à casser. Parce qu'il faut voir que nous, on vit ça comme nous, on est derrière, mais même Google n'a pas réussi à casser le monopole de Microsoft, y compris en arrivant avec de la gratuité, avec son modèle freemium, qui est vraiment sa façon à chaque fois d'entrer dans un marché sur lequel Google a toujours été très, très bon. Bah, il a eu que, je mets des guillemets, 10% de part de marché. Ce qui, alors, pour nous, vu de nos positions, beaucoup, mais pour un Américain, pas une grande réussite. Donc, faut avoir ça en tête sur cette domination-là, qui est effectivement une réalité longue et qui a été accentuée par le passage en cloud. Et avec des mécanismes de bundle, des mécanismes assez subtils d'ailleurs de la part de Microsoft pour maintenir justement sa position. Donc voilà, 2 milliards, on est assez affirmatif là-dessus. Et quand on fait le somme, et ça on pourra vous envoyer, parce qu'on a fait aussi ce qu'on a fait du bottom-up, c'est-à-dire on a repris toutes les boîtes en France qu'on connaît qui sont dans la collab. Il faut combien de chiffre d'affaires ? 5 millions, 3 millions, 8 millions, puis on a additionné tout ça. Et grosso modo, on arrive à 50 millions de cœurs, vraiment les gens qui sont purs collab, voilà. Et puis après, vous savez, il y a toujours des trucs périphériques, de la même façon que Microsoft 365, en fait, c'est une centaine de produits. Hein. C'est énorme, hein, Microsoft 365. Et donc, si on étend un peu le périmètre, on arrive à 200 millions. Et on retombe sur nos pattes. D'ailleurs, on a bien nos 80% Microsoft, 10% Google et 10% pour la filière. Ça, voilà. Et donc, vous voyez, c'est une façon de trianguler des informations qui, comme vous avez vu, on n'a pas... J'aimerais avoir plus de... Moi qui suis scientifique que dans l'âme, j'aimerais avoir plus de data. Voilà. Madame la rapporteure. Merci, je vous rejoins sur la nécessité d'avoir plus de data et de transparence. C'est un constat que nous partageons. Peut-être pour continuer, je pense qu'on aura, et dans vos propos liminaires, il y avait quand même une grosse partie sur le public, donc je pense qu'on aura une grande partie de l'audition sur cet aspect-là. Mais donc avant de partir dans l'étude de cette question, il y a quand même une grosse part en tout cas une part qu'on peut imaginer importante de la part d'achat de commandes dans le secteur privé. Est-ce que vous avez des idées justement pour accélérer la réorientation dans le secteur privé ? Voilà, est-ce qu'il y a des propositions dans le domaine ? Vous organisez comme vous souhaitez. Oui, alors... En fait, on est face à vous et face à la représentation nationale, donc on est effectivement très anglais sur le côté public. C'est clair que face au privé, on est de toute façon, c'est le travail qu'on fait depuis des années. Je vous ai donné les chiffres, par exemple, de mon entreprise, dans lequel effectivement on travaille pour ces questions privées. Notre
perception, c'est que face à cette situation de marché, en fait, et en particulier le monopole de Microsoft dans les outils collaboratifs, on pense que c'est là où, justement, dans ces moments-là, où l'action publique a vraiment un double rôle. Pas juste d'être les 40% de PIB comme en France, qui ferait 40% du potentiel des entreprises, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire l'exemplarité. Le fait d'avoir tout d'un coup des effets d'entraînement sur des grandes cohortes. Je pourrais prendre un exemple tout simple. Nos enfants. Enfin, je veux dire, depuis, ils sont biberonnés, par exemple, aux outils Microsoft. On a laissé rentrer, parce qu'à un moment donné, c'était intéressant, d'ailleurs, d'un point de vue financier. Moi, j'ai même vécu ça, et j'étais d'ailleurs... c'était un de mes premiers combats que j'ai perdu, de dire non, laissez pas rentrer Microsoft. Et vous savez, une anecdote là-dessus, au même moment, dans la même semaine, il y avait eu un autre géant américain qui voulait rentrer dans nos écoles, c'est Coca-Cola, en disant je vais donner gratuitement des canettes de Coca dans les écoles. Évidemment, là, ça a été le tollé, on a dit ah non. Et la même semaine, on a dit ah non, mais faire rentrer par contre les outils bureautiques gratuits pour nos enfants, ça c'est super. Et je pense que ce moment-là est très intéressant. Ça renvoie bien notre culture. C'est-à-dire, notre culture, c'est face à la malbouffe, là par contre, on est tous debout, on est tous d'accord. Et là, il y avait un 200% à l'Assemblée pour arrêter. Ce qui était évidemment une logique de pénétration de marché dont on voit bien l'esprit. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et en fait, pour le numérique, c'est l'inverse. On s'est félicité en se disant « Waouh, quelle chance on a, il nous le donne !» Donc c'est intéressant de voir cette acculturation de l'époque. Je vous invite à revoir ces moments-là. Ils sont vraiment intéressants. Donc là, pour moi, pour ça que le public a un rôle essentiel. Et moi, je pense que si on ne veut pas avoir encore une ou deux générations sacrifiées sur l'autel de cette dépendance qu'on n'arrive pas à reprendre, il faut rééduquer nos enfants à consommer autre chose. Et là, la même façon qu'on essaie de ne pas leur faire manger des hamburgers un peu trop gras. Et il y a la même chose sur la question des outils numériques américains, cette gratuité, le fait aussi qu'ils soient très consommateurs. Par exemple, ce n'est pas des outils frugaux, les outils américains, alors que nous, généralement, nécessité fait loi, nous, on fait toujours attention à ça. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très profond là-dessus à terme. Et c'est là où la fonction publique, à mon avis, a un rôle primaire, surtout dans cette situation-là. Voilà, je peux plutôt le dire comme ça. Oui, monsieur Dubosc. Oui, pour compléter, si vous permettez, la distinction public-privé est vraie que dans une certaine mesure, parce que les sujets dont on parle, sujets de cybersécurité, que ce soit un hôpital public ou une clinique demain qui soit victime d'une cyberattaque et qui mette en cause la sécurité ou la santé des patients, peu importe. Le sujet de la souveraineté numérique est un sujet, si on l'entend comme un vrai sujet de souveraineté face à des puissances étrangères qui sont concurrentes, qui peuvent même être hostiles, c'est d'intérêt général. Les politiques qui concernent le privé sont pour une large part, en matière de cybersécurité, définies par le plan politique au niveau européen, au niveau national. Je prends un exemple dans le secteur un autre secteur, le secteur des services financiers, les directives DORA qui sont pan-européennes, qui s'appliquent pour la France. Il y a un rapport récent qui est encore en collaboratif qui a été mis par l'ANSSI sur ce sujet et qui éclaire la manière dont les services financiers en France vont devoir se saisir de ce sujet. Dans le DORA, dans ce règlement européen, le R, c'est la résilience. Et la résilience, ça nous concerne tous. Alors oui, le secteur public joue un rôle important, mais les deux sont très interpénétrés. Le cadre législatif et réglementaire est déterminant pour le privé également. Et là, en effet, il y a une responsabilité particulière de l'exécutif et du législatif. Monsieur Faury. Oui, pour compléter dans le même sens, ce qu'on observe, moi mon vécu, c'est que être concurrent de Microsoft, Google et Meta, c'est un enfer. Et donc il faut d'une façon ou d'une autre pour perdurer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans en tant qu'entreprise, en tant que solution, en tant qu'employeur. Il faut trouver donc des lieux de vente, il faut trouver des astuces, j'allais dire, stratégiques. Et il nous a, nous, chez Waller et évidemment partout ailleurs, il nous a paru assez évident que la souveraineté, elle pouvait être
la souveraineté numérique, elle pouvait être étroitement liée avec la cybersécurité et ces sujets aujourd'hui qui se tendent fondamentalement. Vous n'aurez pas, vous avez constaté comme moi que la France en particulier est une cible extraordinaire en matière de fuite de données et de cyberattaques. Et finalement, l'État dans ses achats régaliens, c'est-à-dire dans les ministères de la Défense, des Armées, le ministère de l'Intérieur, bref, là où on va manipuler de la donnée sensible et puis classifier également, ces domaines-là, finalement, sont les premiers à se dire qu'une solution européenne, une solution française, ça pourrait être préférable à une solution étrangère. Parce que le secteur privé n'est pas, en tout cas, a du retard sur cette prise de conscience. Alors c'est un retard qui se rattrape, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le secteur privé, on voit arriver des sujets aussi d'espionnage et de guerre économique. Et donc, mais clairement, l'espace, la commande publique est plus en avance sur sa maturité en termes de conscience de la nécessité d'avoir aussi des solutions souveraines que le secteur privé. Et pour nous, quoi qu'il en soit, ça reste des clients. Et tout client est bon pour faire progresser nos produits, pour faire progresser aussi notre notoriété, la qualité de nos prestations, etc. Nous, on fait probablement 50% chez Waller de clients sont publics. Donc voilà, moi je pense que l'État, c'est le premier acheteur. On va dire la commande publique, c'est le premier acheteur. Tout le monde doit travailler avec le public, en particulier les grandes entreprises. Nous, on a beaucoup d'entreprises qui achètent nos solutions, qui par ailleurs ont été qualifiées par l'ANSSI en Secnum Cloud sur ce sujet des données sensibles et de la diffusion restreinte, ce qu'évoquait mon collègue, parce qu'ils travaillent avec l'État. Et donc ça, c'est une bonne chose, parce que finalement, dans cette concurrence soi-disant libre et soi-disant non faussée, j'espère que je ne vais pas choquer Madame la Présidente à nouveau, Madame la rapporteure, pardon, mais il faudra quand même que je vous réponde sur votre petite pique. Elle est faussée, la concurrence en Europe. Elle est faussée parce qu'on est face à des sociétés étrangères hégémoniques qui pratiquent de la fausse concurrence, qui offrent leurs solutions dans toutes les écoles. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle du dumping, voilà, bon. Donc moi, je pense que l'État doit être exemplaire, la commande publique exemplaire, et c'est le vecteur de vente et de croissance de nos entreprises du logiciel. Merci. Juste pour revenir du coup sur cette question-là, vous n'êtes pas, vous, en capacité aujourd'hui de faire ce que font les GAFAM, c'est-à-dire de proposer de façon quasiment gratuite aux enseignants ou aux écoles une suite collaborative qui permettrait de déshabituer les enseignants. Et deuxième question qui va dans le même sens, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé d'un combat perdu. Aujourd'hui, est-ce qu'au titre du DSA et du DMA, vous pensez que ce combat il peut être relancé et gagné? Alors, donc deux sujets. Alors, le premier, sur la question effectivement du freemium. Ça, c'est vraiment un modèle en plus qui est très très étudié. C'est un modèle extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux parce qu'en fait, on donne en fait à énormément de gens gratuitement. Le principe du freemium, c'est que c'est gratuit et avec vraiment une logique de gratuité profonde. C'est pas juste essayer 15 jours, c'est pas des fonctions limitées, c'est vraiment donner l'intégralité, que ce soit des publics cibles ou à des publics qu'on va un jour transformer. C'est un peu ça. Et pour ça, le modèle de la Silicon Valley a tourné à plein, c'est-à-dire qu'il faut pendant très longtemps perdre beaucoup d'argent et effectivement à un moment donné celui qui arrive à gagner, the winner take all, et là par contre à ce moment-là il y a une culbute d'un point de vue marché, et d'ailleurs en général c'est à ce moment-là que les prix augmentent et que là par contre on a tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des augmentations de prix unilatérales une fois que tout le monde est pris dans cette logique de NAS. Ça c'est un modèle qui est, alors moi je le trouve déjà discutable d'un point de vue éthique business, mais encore une fois ça c'est des questions qui me dépassent là-dessus. Mais deuxièmement, il est extrêmement coûteux
si on prend par exemple la question de la France, hein, c'est pas compliqué, hein, il faut compter 1, 2 euros par mois par élève, par exemple. Hein. Donc vous faites vite le compte. C'est ce que vous payez en marketing. Les boîtes dans la collaboration en France n'ont pas cette capacité-là financière. Et comme, j'ai envie de dire, le match a effectivement été gagné par Microsoft, mais pas que contre nous. Hein. Ils ont gagné contre Slack, hein, par exemple. Il ne faut pas oublier qu'ils ont mis Slack à genoux, alors qu'en fait, c'était une boîte qui avait réussi à trouver une accélération et qui est obligée d'être rachetée par Salesforce, non pas par bonheur, hein, mais parce que justement, ils n'arrivaient pas à dépasser Microsoft. Ben, en fait, une fois que le truc sont à genoux, vous n'avez personne, aucun investisseur qui va dire moi, je rejoins le match. Il faut attendre autre chose, une autre ouverture de marché, d'autres moments dans lesquels... moi, je discutais l'autre fois avec un investisseur, il m'a dit dans les thèses d'investissement, dans un des éléments, ils ont 5 points qui sont des no-go. Un des trucs no-go, c'est face aux GAFAM installés. Quelqu'un qui arrive en disant moi, je veux m'attaquer aux GAFAM installés, effectivement, personne ne veut jouer la partie. Donc c'est, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Thomas à l'instant, du coup, pour reprendre, parce que moi je pense que c'est un terrain long. On est sur une question longue. Vous voyez, ça fait 20 ans que moi je suis sur cette question-là. J'ai envie de dire, il y a des matins, j'aurais envie que ça arrive plus vite, mais je ne suis pas à 10 ans près. Je pense qu'il faut qu'on pense le temps long. Le problème qu'on a eu sur ces 10 dernières années, c'est qu'on a toujours été dans des répétitions de schémas sur les temps courts. Sur le temps long, il faut qu'on reprenne des parts de marché, 10-15% par an, pour rééquilibrer le marché. Encore une fois, la question, elle n'est pas de sortir Microsoft de France ni d'Europe, elle est de rééquilibrer sa position de domination dans les outils collaboratifs, mais aussi ailleurs, hein, sur la gestion de l'identité. Il y a plein d'endroits sur lesquels il est dominant. Donc, le poste de travail avec Windows, etc. Donc, et pour ça, il faut effectivement avoir des zones dans lesquelles on est protégé pour reprendre de la force. Et quand on regarde tous les exemples qui ont réussi dans le monde, c'est des pays qui ont construit des zones comme ça pour refabriquer la filière. Et même nos Allemands, par exemple, nos amis allemands, ils sont un peu en avance sur nous, je trouve, parce que nous, on est avec des boîtes qui sont entre 5 et 15 millions grand max, hein, à peu près, dans notre secteur, on va dire. Je parle le cœur vraiment de la collab, hein, les gens qui... Voilà. Eux, ils ont déjà des boîtes à 50 millions. Mais parce qu'ils ont justement eu une politique d'achat locale beaucoup plus forte. Et l'objectif, c'est quoi? C'est en France, je pense qu'on peut assez rapidement passer de 5 à 15 à 50 millions pour ensuite avoir des champions qui vont émerger, qui feront 100, 200, 300 millions et qui pourront peser en innovation, peser sur le terrain international. Et ça, il faut se donner une feuille de route. Voilà. C'est vraiment le sens industriel d'une politique industrielle. Et là, effectivement, c'est vrai que depuis quelques années, la route, elle était... il y avait un Premier ministre qui avait dit que la route était droite, mais la pente était raide. Là, la pente était raide et la route était sinueuse. Donc voilà, c'était compliqué dans les virages. Merci, Madame la rapporteure. Merci. Je pense qu'on partage le point que vous avez fait sur l'aspect essentiel de l'école et de l'éducation, qui est un des outils qui crée l'habitude dès le plus jeune âge. Il me semble qu'il y a effectivement des choses qui sont, alors pas sur les collaboratifs, mais que ça soit sur la question des EdTech, que ça soit sur la question des communs numériques, d'essayer de développer les outils à disposition des enseignants et des élèves. Mais c'est effectivement quelque chose, quand on voit l'implantation de Windows, qui doit être largement accélérée. Moi, pour continuer la réflexion, Monsieur Dubos, quand vous expliquez que pour vous, le cadre législatif et réglementaire est important et que finalement la question de la souveraineté doit se penser en complémentarité avec la cybersécurité, c'est que finalement, il y aura un intérêt à avoir quand même un cadre réglementaire peut-être un peu plus contraignant, y compris sur le domaine privé dans ces sujets-là. C'est juste pour bien comprendre jusqu'où, enfin voilà, ce que vous vouliez amener, jusqu'où ça vous semblerait intéressant d'aller sur ce lien entre cybersécurité et souveraineté. Et pour prolonger la question de la rapporteure, parce que je ne peux pas cacher cette casquette de président de la commission spéciale résilience, est-ce que dans le cadre du texte résilience, à l'instar de ce qui était prévu dans l'ER de Dora, est-ce qu'il faut qu'on arrive à intégrer des mesures objectives dans les indicateurs de dépendance à des solutions logicielles et de voir comment est-ce qu'on impose éventuellement des solutions bis qui pourraient prendre le lead ensuite pour devenir des solutions les premières solutions pour ces organisations, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs. Oui. Alors,
Le cadre réglementaire, en effet, est un élément déterminant. J'ai mentionné tout à l'heure DORA pour les services financiers. On pourrait mentionner NIS 2, qui est un cadre qui, lui, concerne tous les secteurs, qui est également un cadre européen sur lequel, je mentionnais un rapport de l'ANSSI tout à l'heure, il porte en fait sur NIS 2, c'est le rapport récif, et qui prévoit la manière dont ce qu'on appelait, les terminologies sont en train de changer, les organismes vitaux, puisqu'on parle de ça, des intérêts vitaux de la nation, les organismes vitaux. Et aujourd'hui, la réflexion a conduit à se rendre compte que les organismes vitaux, ce ne sont plus seulement les grandes organisations névralgiques de la société, de la nation, tels que les hôpitaux, les centres de télécommunication et d'autres centres cruciaux. Mais ce sont aussi des milliers de structures plus petites, qui sont parfois des fournisseurs des plus gros et qui peuvent être les points d'entrée de fragilité, à des cyberattaques. Donc, alors le cadre réglementaire tel qu'il existe et tel qu'il est en train d'être déployé, notamment sous l'impulsion de l'ANSSI, nous semble aller dans le bon sens, ne nous semble pas devoir nécessiter une révision pour répondre à votre question. Il nous semble que les choses, de ce point de vue, vont dans le bon sens. C'est leur implémentation. DORA, c'est 2025, NIS 2, c'est 2027. D'autres cadres réglementaires sont mis en place, aussi bien pour la diffusion restreinte que le SecNum Cloud. C'est plutôt du côté de la construction des champions qui sont capables de répondre à ce cadre réglementaire. Le cadre est posé, il se déploie, mais pour que les organisations publiques et privées, parapubliques puissent l'adopter, eh bien, il faut qu'en face, il y ait l'industrie pour le faire. Et c'est plutôt là qu'est notre constat, je crois, partagé de la filière. C'est là que on aimerait voir des politiques qui permettent de flécher de manière volontariste une partie substantielle des commandes vers les acteurs de la filière nationale européenne. Et si on considère que c'est un sujet souverain, ce qui est notre cas, je le disais en introduction tout à l'heure, aussi bien pour les enjeux de défense que les enjeux civils, eh bien, on regarde et on le sait que dans l'histoire aussi bien de la France que d'autres nations, les secteurs souverains sont, à la différence des autres secteurs, les secteurs d'enjeux souverains sont des secteurs sur lesquels l'impulsion de l'État est déterminante. C'est vrai aujourd'hui, c'est vrai historiquement, lorsque la France décide de se doter d'un secteur d'aviation de chasse dans les années 50, eh bien, elle ne commence pas par acheter massivement des avions américains, bien qu'ils étaient là sur étagère, et que les ingénieurs français étaient très brillants, mais enfin, ils étaient en retard sur l'aviation américaine en 52, et pourtant, la France décide volontairement, et là on parlait du temps long, sur une dizaine d'années, eh bien, de soutenir la filière par des commandes. Donc le cadre réglementaire, je dirais, aujourd'hui il existe, il se déploie. On peut souligner le rôle de l'ANSSI qui fait ce travail et qui rayonne en Europe d'ailleurs. Mais il faut faire émerger ces champions souverains. Et pour ça, ce n'est pas le rôle de l'État de choisir qui doit être le gagnant. Il peut y avoir des processus. On a parlé tout à l'heure, il y a des processus de sélection pour flécher. Mais à partir du moment où on répond au cadre réglementaire, il faut que les acteurs qui décident de l'attribution des achats puissent passer. Donc on fait bouger ce curseur des 10%. Des 90% de dépendance, et qu'on fasse réduire sa dépendance. Alors il y a deux façons de le faire. Soit on le fait comme l'ont fait les Américains, comme le font les Chinois, comme le font les Russes. Les Chinois, on dit que par exemple tout ce qui est e-government, tout le numérique qui concerne le gouvernement doit être chinois. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est pas difficile. Ils ont fait un programme je crois que c'était sur 5 ans, à la chinoise, et en 5 ans, au bout de 5 ans, il n'y avait plus rien, ou quasiment plus rien, qui n'était pas chinois. Parce qu'ils ont dit c'est souverain, c'est stratégique, donc c'est ça. Bon, on a connu ça sur plusieurs secteurs. On a connu ça en Europe avec... Alors, l'autre solution, c'est de favoriser l'émergence d'acteurs européens. C'est ce que l'Europe a fait avec Airbus. C'est ce que l'Europe a fait à une époque et puis l'a abandonné finalement dans les semi-conducteurs. Donc, à partir du moment où on dit que c'est souverain, il faut être conséquent. Donc, soit on a une politique de ban total, ce que je pense qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. On n'est pas en position de faire ce qu'a fait la Chine, on n'est pas en position de faire ce que font la Russie et de ce que font les États-Unis. Soit on a une politique de soutien, c'est-à-dire qu'on se dit on va se contenter d'une dépendance quasi totale qu'on a aujourd'hui
à un partage, à un rééquilibrage. Et c'est ça, je crois, qui est accessible pour la France et pour l'Europe aujourd'hui. Pourquoi c'est accessible? Parce qu'on on tape un peu on critique un peu, puisqu'on est ici pour essayer de faire bouger les choses, mais on a des atouts. L'Europe et la France, en particulier est en pointe du numérique en Europe. Aussi bien au plan réglementaire qu'au plan de l'industrie. On est à la pointe. On n'a pas l'équivalent, ou très peu l'équivalent en Europe. Donc on a vraiment une option stratégique aussi pour la France, dans l'Europe, de prendre un leadership. Mais pour ça, il faut faire émerger nos champions nationaux qui deviendront des champions souverains. Ça nécessite une volonté. Alors les outils juridiques et législatifs pour faire ce ciblage, eh bien, ça, c'est pas mon métier de faire des recommandations, mais in fine, je crois que là, il y a une volonté, il y a un chemin. Merci, Madame la rapporteure. Merci. Peut-être dernière question sur la réglementation. On a eu il y a peu les décisions au niveau européen sur l'European Cybersecurity Cloud, qui justement faisait partie des débats sur la question d'intégrer la souveraineté dans la définition. À ce stade, on peut dire qu'on n'est pas encore au niveau et que ce n'est pas le choix qui a été fait par l'Union européenne. On est probablement en amont d'un texte qui viendrait sans doute revoir cette définition. Est-ce que pour vous, ça serait peut-être l'occasion de rattraper et de pouvoir renforcer l'aspect souveraineté sur le cloud? Je pense que là-dessus, on a d'ailleurs peut-être des avis un peu différents. Pour moi, ça fait partie des grandes erreurs du sujet. Pour moi, on a mélangé et on a utilisé un instrument qui est celui de la cyber à des fins de souveraineté. Pour moi, les deux sont orthogonaux. Alors, ils peuvent se rejoindre, mais pour moi, ils sont orthogonaux. Alors, je sais, quand je dis ça, souvent, moi, c'est vraiment... Alors là, c'est à titre très personnel, hein, je ne veux pas embarquer toute la filière derrière cette vision, pour être très précis. La souveraineté et le fait de la résilience et le fait d'avoir une augmentation de la non-dépendance, ça, c'est un premier acte. Et c'est vrai autant pour les chaises qui n'ont pas un rapport à la cybersécurité, et dans le numérique, il y a la même problématique. Voilà. Par contre, la cybersécurité, les deux sont nécessaires. C'est là où on confond, pour moi, les causes, les conséquences et le mélange. Et en France, on a, à un moment donné, eu une idée qui n'était pas idiote, hein, qui était de dire, bah, tiens, si on mélange les deux, du coup, on va réussir à obtenir les deux, on va faire un strike. Hein, c'est comme au bowling. Au bowling, quand on arrive à tout taper d'un coup, on double les points. Moi, je pensais qu'effectivement, ce n'était pas jouable, et parce que l'Europe n'était pas prête. Et d'ailleurs, patatras, c'est ce qui s'est passé. L'Europe n'a pas voulu de notre chemin, et a préféré séparer les variables. Il y a d'un côté la problématique de cyber, UCS, etc., et puis de l'autre, par exemple, le Sovereign Framework Act, dans lequel il y a un niveau de souveraineté qui est défini. D'ailleurs, là, par exemple, ils ont choisi le niveau 2 et le niveau 3 quand ils ont choisi les cloudistes, par exemple. Hein. Voilà. Moi, je considère que, enfin, c'est ma position, je pense qu'on ferait mieux de séparer ces deux variables. Ça ne veut pas dire que l'une doit être mise au détriment de l'autre. Hein, c'est comme on choisit en même temps prix-performance, on veut les deux. On ne veut pas juste sacrifier la performance pour le prix. On cherche le meilleur rapport qualité-prix. Ben, c'est la même chose. Donc moi, c'est ma position. Et je pense qu'on y verrait beaucoup plus clair sur plein de débats si on séparait ces deux variables. En tout cas, moi, c'est ma recommandation. Oui, moi j'ai un point de vue différent d'Alain, pour la simple raison, c'est que j'ai décidé d'engager ma société il y a quelques temps dans la qualification Secnum Cloud après 2020, et qu'on a été qualifié. Le critère exact qui est dans cette norme Secnum Cloud que la France a tenté de porter à l'EUCS auprès de l'Europe, c'est le critère exact, c'est pas souverain. Il y a deux critères. Le premier, c'est que le capital soit majoritairement européen. Et le deuxième critère, c'est qu'il n'y ait pas, et c'est la même chose, il n'y ait pas de dépendance à des lois extra-communautaires. Si on dit que ce critère n'est pas un sujet de cybersécurité, il faut alors, moi mon point de vue, c'est que c'en est un pleinement. Pourquoi ? Cyber, ça veut dire numérique. Ça ne veut pas dire cybersécurité. Et la sécurité du numérique, c'est la condition même d'une maîtrise de ces systèmes informatiques. Quand on regarde quels sont les risques et ce qu'il faut sécuriser, il y a des risques techniques,
on en entend souvent parler. Il y a des risques on dirait de management ou de personnel, d'organisation. Et là, on a eu de fameux exemples dans les fuites de données qui ont eu lieu récemment, où simplement l'attaquant a utilisé des identifiants d'une personne. Ce n'était pas une faille technique. Ou même des gens qui vendent leurs identifiants. Ça existe pour se venger d'un ancien employeur. C'est des schémas qu'on connaît. Et puis, il y a des risques juridiques. Qui pourrait ne pas dire qu'il n'y a pas de risque juridique ? Parce que quand une entreprise française utilise des systèmes qui sont hébergés aux États-Unis par une entreprise américaine, par exemple, elle n'a aucune garantie que ces données-là ne soient pas regardées par les services secrets américains, etc., etc. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est le cas. Donc le sujet, c'est l'espionnage industriel. Le sujet, c'est la guerre économique. C'est ça le sujet. Voilà pourquoi, pour les données sensibles de notre pays, Guillaume Poupard a imaginé d'ajouter cette contrainte pour que ce ne soit pas piqué, c'est tout, pour que ça n'aille pas nourrir des logiques étrangères. Et alors, quand je dis qu'on s'entende bien, puisqu'il y a quand même, et c'est la première fois qu'on voyait une norme qui faisait finalement la préférence communautaire de l'Union européenne. Et donc pour nous, les entrepreneurs, c'est la logique moi que j'ai suivie. Et a priori, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont suivi cette logique, mais c'est de dire pourquoi pas, faisons le pari que l'État, vous voyez, je ne suis pas tant adversaire que ça, que l'État ait eu raison dans ces normes et dans l'établissement de ces normes. Et moi, je crois que c'est encore aujourd'hui une opportunité. Bel exemple, Sens, qui est un partenariat Thales-Google que tout le monde connaît et qui a obtenu le label. Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations. Moi, je considère qu'il y a une faille dans cette idée de labelliser des partenariats avec les GAFA, qui est plutôt une faille politique. Mais sur le strict plan du SecNumCloud, il y a zéro sujet. Le seul sujet, c'est la dépendance à un acteur étranger qui fait qu'on ne développe pas nos propres technologies. C'est un sujet fondamental. Mais sur le point de vue du SecNumCloud, il y a zéro sujet. Et Microsoft aussi s'est allié avec Orange et Capgemini. Alors eux ne sont toujours pas qualifiés pour le moment, alors que ça avait été tout de même annoncé en grande pompe et que ça avait affaibli toutes les bonnes volontés par ailleurs françaises, ce qui est bien dommage. Mais par ailleurs, ça finira sûrement par être qualifié. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a eu des alliances qui se sont faites et que l'actionnariat, il est probablement européen ou français. Et puis, les data centers sont en France et surtout, le personnel qui est dans les data centers est européen. Donc il ne faut pas confondre les choses. Moi, je crois qu'il faut maintenir ce critère souverain. On appelle ça critère souverain, évidemment, mais c'est plutôt bien dit. Il faut le maintenir parce que c'est encore une opportunité pour toutes ces entreprises européennes ou françaises qui ont été qualifiées. Quand vous regardez les entreprises qualifiées SecNumCloud, elles sont quasiment toutes françaises. Et c'est formidable. Merci. Donc, sans rentrer dans la question de Bleu et de Sens, mais pour rester sur la cybersécurité quelques instants, on a eu depuis 2 ans une concentration assez forte des entreprises de cybersécurité et notamment des rachats par des entreprises américaines. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans le cadre de votre activité de l'industrie, vous voyez un risque de dépendance à des outils de cybersécurité pour produire vous-même vos outils sur ce sujet-là, la cybersécurité, dont vous avez dit, M. Dubosc, que les deux étaient intimement liés. Donc, je ne peux pas poser la question de la dépendance à des outils de ce type-là. On a vu des sociétés comme Vadé rachetées par Hornet, qui ensuite se fait racheter par Proofpoint, qui était une des seules solutions pour sécuriser Microsoft 365. Est-ce qu'aujourd'hui, cette concentration au profit d'acteurs américains vous inquiète ou pas ? Comme tout le reste, bien entendu, mais est-ce qu'on en est encore à l'inquiétude ? Je ne pense pas pour ma part. On en est au constat que les Américains ont 20 ou 30 ans d'avance et qu'à part les Chinois, probablement les Russes et peut-être les Indiens ou les Coréens du Sud, il y a très peu de nations qui ont réussi à faire émerger des puissances technologiques. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en Europe, nous sommes en retard. Et c'est vrai dans le monde de la cybersécurité, c'est vrai dans tous
tous les domaines technologiques. Ceci dit, ça ne signifie pas que rien ne se passe et qu'on n'a pas encore l'opportunité, et je pense qu'on l'aura toujours, de pouvoir rattraper ce retard. Mais à condition, évidemment, de donner un coup de pouce. C'est la raison pour laquelle je vais encore défendre Secnum Cloud. Parce que dans Secnum Cloud, il y a, pour les données sensibles de l'État, une priorité d'achat aux solutions qu'a déjà qualifiées l'ANSSI. Et dans ces solutions, il y a beaucoup de solutions françaises et européennes. C'est une opportunité. C'est aussi, moi je vois des entreprises, et notamment j'ai parlé avec des gens de Sens. Vous savez, Sens, j'ai dit beaucoup de mal jusqu'au jour où ils nous ont appelés pour nous choisir, pour héberger leurs données. Alors c'est public, hein, on a le droit de mettre le logo, etc. Et donc, pourquoi ils ont choisi Waller pour héberger les données juridiques ou des choses comme ça? Eh bien, la raison, c'était pour ne pas dépendre de Google et pour que l'ANSSI qualifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce jeu, finalement, entre guillemets, de jouer les normes et d'aller à fond sur ces sujets cyber et souveraineté, eh bien, c'est productif, ça se nourrit. C'est une logique de trouver, encore une fois, un appel d'air pour cette concurrence qui est faussée largement. Pour moi, ce sujet de la cybersécurité, en plus de ça, on a un écosystème formidable, il faut le rappeler. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui françaises qui sont strictement, comment dirais-je ça, on peut sécuriser un SI entier avec des solutions françaises quasiment uniquement. Alors peut-être pas uniquement, totalement, mais il y a des tas de solutions. Simplement, il faut les faire connaître, les acheter surtout, les acheter par le jeu de la concurrence, par le jeu des prix, par évidemment les normes et Secnum Cloud en particulier. Merci, Madame la rapporteure. Merci. Alors, j'aimerais revenir plus sur les questions publiques et peut-être à vos propos liminaires, où vous avez à un moment parlé de la perte de 1 milliard d'euros. Alors, je vais être franche, je n'ai pas eu le temps de complètement suivre, donc si vous pouviez nous réexposer comment vous avez fait ce calcul, s'il vous plaît. En fait, si on regarde ce que je vous ai donné comme chiffre, 200 millions sur la filière, d'accord, et vous dites, bon, maintenant il y a l'État qui, en gros, l'État n'est pas totalement équipé aujourd'hui, par exemple, du cloud Microsoft. D'ailleurs, ça fait partie des grandes problématiques. Et quand je dis l'État, c'est les ministères, mais aussi les agences. Et beaucoup sont là, effectivement, à se dire, est-ce que je fais le saut? Et à un moment donné, c'est non, je ne fais pas le saut, parce que justement, je ne veux pas être dépendant et souverain. Et il y a eu l'hypothèse bleue. Donc moi, je rappelle quand même que ça pose le problème que Secnum Cloud réintroduit encore une dépendance avec une technologie forte, quand même, avec cette logique-là. D'où mon idée de séparer les deux, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever, la partie cyber, comme l'a dit Thomas, sur laquelle je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Mais la souveraineté est un autre sujet qu'il faut rajouter à côté. Ça, je suis vraiment... voilà. Et donc, on peut être Secnum Cloud, mais pas suffisamment souverain, pour moi, pour dire les choses comme ça. Et donc, l'État, en fait, c'est quand même entre 2 et 4 millions d'utilisateurs. Okay, les agences qui gravitent autour. Et quand vous prenez cet ensemble d'utilisateurs, c'est la question de basculer avec le cloud au centre, normalement, sur les solutions cloud. Et vous prenez ça et vous avez une estimation du marché. Et donc, ce que disait tout à l'heure Antoine sur la question de la préférence, c'est soit effectivement ces utilisateurs-là basculent sur des solutions souveraines locales ou pas. Et je voulais faire le calcul sur 5 ans, et je vous enverrai parce que c'est évident, c'est des petits Excel qui montrent un peu ce que ça produit. Vous avez un manque à gagner qui est colossal. Et quand on dit qu'il y a un apport, effectivement, alors à chaque fois on dit, oui, mais ça représente très peu d'achats par rapport au privé. C'est vrai, mais ce très peu par rapport à des acteurs qui sont très petits, c'est beaucoup. Vous voyez, vous avez cet effet-là. Le fait d'avoir un doublement du marché autour de ça créerait aussi les conditions, tout simplement aussi, de pouvoir aller justement à l'export. Parce qu'aujourd'hui, on a cette question-là de taille critique pour pouvoir devenir des acteurs européens. Ça a été dit 2 fois, là, donc c'est une réalité. C'est plus facile d'aller attaquer l'Europe quand vous faites 20, 30, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires que quand vous en faites 2, 3, 5.
Voilà. Sans parler des autres pays qui attendent que ça. L'Afrique, l'Asie aussi, qui est en attente aussi de souveraineté, aussi de solutions alternatives. Donc quand vous avez ça, d'un côté, vous avez soit finalement, vous faites vous-même, d'accord ? Et dans ces cas-là, l'argent, elle est payée pour développer le truc qui est que pour vous, qui n'est pas revendu, donc il n'y a pas d'effet économique. Soit au contraire, vous achetez à une filière qui elle-même construit les conditions de sa croissance et de son déploiement au-delà de vos propres frontières. Voilà. Et je vous parle sans plus les effets de friction, on connaît bien que quand c'est de l'argent public interne, il y a des pertes aussi du fait de la structure même de l'achat de l'État, dans son modalité d'achat. Voilà, vous avez donc cet écart-là qui est quand même assez colossal. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'État a tout à fait légitimité à faire des choses quand c'est totalement régalien. Et quand, en plus, les solutions n'existent pas. C'est écrit même dans le code, c'est même dans le code des achats. Il se trouve que là, les solutions, elles existent. Et pire encore, c'est qu'elles ont été financées par l'État à travers des programmes de subvention. C'est là où, à un moment donné, on s'est dit, il y a quelque chose qui n'était pas aligné par rapport à ça et sur lequel, effectivement, il y a un manque à gagner économique assez profond. Voilà. Et ça rejoint un dernier point, et je pense que c'est important, parce que je sais que c'est un sujet que vous avez souvent abordé, enfin j'ai écouté plusieurs de vos... qui est la question de ces communs numériques. Qui pour moi, en professionnel justement de ce monde du logiciel, l'open source et les communs numériques, ça a été une transformation, évidemment, de notre métier. Et tout le monde utilise des communs numériques. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais les communs numériques, c'est un levier d'accélération de la capacité, effectivement, industrielle. Mais ce n'est pas, en fait, ce qui fait, à un moment donné, un industriel qui, à un moment donné, est capable de packager un produit, qui est capable de faire de l'innovation. À un moment donné, le commun, il est tel qu'il est, ou il est fait par des gens qui le poussent, en général, par rapport à leurs intérêts, qui sont effectivement des intérêts économiques qu'ils ont par-dessus ça. Si on regarde, par exemple, le plus répandu qu'on connaît, qui est Linux, qui a bénéficié de Linux, en fait ? C'est les hyperscalers. Donc, ils ont tiré de la valeur de ça, et évidemment, ils ont remis un peu au pot commun. Mais globalement, c'est parce qu'ils avaient un intérêt économique à tirer ça. Et on confond souvent, je trouve, les deux sujets. C'est-à-dire qu'on confond le fait de, oui, on a tous besoin de commun. Oui, il y a un rôle d'ailleurs aussi de la fonction publique pour aligner, pour financer en amont, etc. Les industriels, nous, on est engagés aussi dans ces avancées de commun. Mais c'est pas ça qui fait, à un moment donné, que vous avez des produits qui vont être mis sur le marché. Et d'ailleurs, sinon, ça se saurait, il n'y aurait plus Microsoft et tous les outils communs seraient installés par tout le monde et puis Microsoft aurait disparu. Qu'est-ce qui fait qu'il existe ? Nous, on le sait. On est éditeur de logiciels et c'est un métier. C'est un métier de packager, de penser une roadmap, de penser justement ce qu'attend le client dans son support. Et un produit, c'est un package. C'est pas juste du code réutilisable. Et je trouve que là, on donne aussi, alors pour le coup, une politique 100% sur les communs numériques, qui est effectivement ce qu'on entend un peu partout, parce que évidemment, on se dit, on ne sait pas quoi faire face aux GAFAM, voilà l'antidote. En fait, on leur donne directement la matière première, aujourd'hui, qu'ils utilisent pour les IA, qu'ils utilisent pour leur système. Là, on sera encore dans un modèle, à mon avis, encore plus dangereux, c'est-à-dire, on financera par nos impôts les outils logiciels open source qu'ils vont réutiliser pour eux faire de l'argent avec ça, en nous le revendant avec le marketing qui va bien, le support qui va bien, l'intégration qui va bien. Et je trouve que là, pour le coup, alors là c'est le risque qu'on a sur les 5-10 prochaines années. À l'inverse, si on inverse ça, on dit OK, on fait confiance à la filière industrielle et on l'organise par contre pour qu'effectivement elle produise du commun, alors ça, je trouve ça intéressant. Ça, je trouve que ça... Là, on élève au-delà du débat, parce que non seulement on va gagner la bataille économique, mais en plus, on fera du commun. Parce que moi, je suis aussi attaché à faire du commun. Justement, les Européens font du commun culturel, font du commun... On a toujours eu cette force-là. Moi, je soutiens Wikipédia tous les ans. Vous voyez ? Bon. Et donc, le commun, il est important. Mais il ne faut pas inverser le rôle dans une politique industrielle. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé de compréhension. Et c'est vrai qu'en ce moment, face à la difficulté qu'on a à terrasser les GAFAM, effectivement, on voit ça comme une issue de secours. Je pense qu'en fait, il faudrait plutôt remettre tout le monde en alignement autour de la table, la force publique, les achats publics et une structuration des communs, mais qui est une conséquence, mais pas un élément premier qui va permettre une... Et ça, c'est ce
qu'on vit depuis 3-4 ans, et on voit bien, ça ne marche pas. Il y avait 2-3 ans que ça y est, la force publique fait du commun. Est-ce que vous sentez que Microsoft est en danger ? Pas vraiment. On est obligé d'imposer finalement une solution. On dit, vous êtes obligé de le prendre. Et donc, on revient à la force publique, comme ça a été dit, on vous oblige à prendre telle solution. Et là, ça marche. C'est pas le commun qui a fait que les gens ont pris les solutions, c'est qu'on leur a imposé. Donc en fait, il faut revenir à ce que d'ailleurs, à mon avis, et on est ici pour ça, à l'acte politique, dans ce qu'il a de noble, de structurant, pour justement faire qu'on ait un avenir meilleur pour nous et nos enfants. Voilà, c'est vraiment ma conviction. Merci. Si j'étais taquin, je relèverais tout à l'heure dans votre réponse que vous avez parlé spontanément d'un Excel au lieu d'un tableur, ce qui montre bien la capacité. Ce qui montre à quel point on a été... Ouais, on va voir le débat. Vous avez raison. Monsieur Dubois, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, une autre façon de se poser la question comment on va réduire cette fameuse dépendance numérique. On est tous, en tant que citoyens, face à l'immensité de la tâche, face à une montagne, puisqu'on nous a dit partout qu'on avait du retard. On nous balance les dizaines et les centaines de milliards d'investissements, notamment des Américains, et puis le retard aussi vis-à-vis des forces de Taïwan ou des Chinois en matière de puces, etc. Bon. Donc par où on prend le problème ? Bon. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que prenons-le par le début tirons la pelote là où on a un début de solution. On a un début de filière dans plusieurs domaines. Sur l'hébergement, il y a des champions, ce n'est pas l'objet de cette audition aujourd'hui. Il y a certaines filières qui sont, je dirais, particulièrement stratégiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des ensembliers. Je faisais des analogies avec ce qu'on a fait dans une période où on a su, en Europe, en France en particulier, construire des champions nationaux, des champions européens. On a tous en tête les grands champions des 30 Glorieuses qui ont donné une grande partie du CAC 40 d'aujourd'hui. Eh bien, à chaque fois, quels ont été les types de secteurs qui ont été sur lesquels la puissance publique a mis le paquet ? Ce sont des ensembliers, parce qu'ils tirent tout le reste de la filière. Donc dans les ensembliers, il y a les hébergeurs, parce que derrière un hébergeur, il y a des centaines de composants logiciels, techniques qui vont embarquer. Et donc, dans une certaine mesure, ils vont embarquer du composant logiciel, numérique de l'intelligence artificielle et autres, français et européens. Il y a notre filière qui est celle des suites numériques. Et c'est la raison en fait pour laquelle nous sommes là. C'est parce que nous sommes des acteurs qui sommes des ensembliers. C'est-à-dire qu'on embarque l'ensemble des composants. Donc, distinguons bien, vous parlez des communs numériques, il y a des composants, ce n'est pas du tout le même statut, les composants et l'ensemble. Le Rafale, il n'est pas fait avec des communs. Maintenant, il y a plein d'éléments dans un Rafale qui sont des éléments de connaissances scientifiques et technologiques partagés, d'ailleurs, avec des collaborations avec des laboratoires, y compris chinois ou américains. Il y a certains composants technologiques qui sont importés. La question après, c'est la dépendance. Mais c'est une autre question. Donc, en choisissant la puissance publique, en choisissant quelques filières sur lesquelles elle souhaite mettre un fléchage concrètement de ses achats et de sa stratégie, eh bien, elle va entraîner l'ensemble derrière elle. Les suites collaboratives sont importantes à ce titre, parce que ce sont des ensembliers. Ensuite, elles sont importantes parce qu'elles capturent de la donnée. Et on sait qu'on n'a pas évoqué beaucoup l'intelligence artificielle jusqu'à présent dans cet échange, mais le sujet de la souveraineté, qu'est-ce que c'est la souveraineté ? Finalement, ça veut dire, c'est un autre mot pour dire la liberté, en fait, la liberté d'action. Qu'est-ce qui nous préserve notre liberté d'action ? C'est pour ça que je pense que la cybersécurité fait partie, en fait, ultimement de la question de la liberté. Qu'est-ce qu'on fait de nos données ? Ça fait partie de cette liberté. L'enjeu derrière, c'est aussi l'usage qui est fait de nos données. Et les données sont les deux endroits névralgiques où transitent les deux goulots d'étranglement dans lesquels transitent les données. Ce sont les hébergeurs et les suites collaboratives. Les suites collaboratives, parce que tout ce qui est échangé, les messages, quand il y a une suite collaborative, qu'elle soit WIMI ou Microsoft ou une autre, dans une organisation, les messages instantanés, les vidéoconférences, les documents, les chats, les tableaux de travail, les plans de travail, les tâches, etc., tout transite tout transite par la suite collaborative. Et notre métier n'est pas, en tant que suite collaborative, d'exploiter ces données. On n'a pas accès à ces données, puisqu'elles appartiennent aux clients. Il est souverain sur ces données. En revanche, on est tout à fait conscient des enjeux
des enjeux que ça représente. Donc nous sommes une filière, les suites collaboratives sont une filière stratégique parce que ce sont des ensembliers qui tirent l'ensemble de l'industrie et qui produisent les données qui seront utilisées ensuite par l'intelligence artificielle. Merci. Madame la rapporteure. Merci. Alors j'ai je crois qu'on finit bientôt, donc deux questions. Le premier type, justement, pour continuer sur la question des achats publics, donc le modèle que vous préconisiez, c'est un modèle, effectivement, moi je rejoins ce fait que le verrouillage aujourd'hui est un problème auquel on est tous confrontés, c'est-à-dire que la question du changement des habitudes et la difficulté du changement des habitudes a été quand même beaucoup abordée dans le cadre de ces auditions. Donc la question pour vous, je simplifie, hein, donc vous compléterez avec des nuances, c'est de dire finalement, il faudrait que l'État choisisse un acteur. Alors je sais que vous avez dit pluralité, mais j'imagine que si on veut avoir un effet de masse, il faut une solution. Non mais je vais... donc ça veut dire une solution qui déploie et vous espérez, alors que ça veut dire que ça permet de prendre de la capacité économique et qu'après ça permette d'aller, de développer et vers le privé et à l'étranger potentiellement, c'est-à-dire de développer. J'imagine que c'est la question de l'État et il y a la question des collectivités locales. Sur ces deux aspects. Donc c'est juste pour bien comprendre le modèle que vous préconiseriez. La deuxième question, c'est, j'imagine que vous êtes, que vous travaillez avec l'UGAP ou avec d'autres acheteurs publics, savoir comment ça se passe. Que vous l'avez dit, il semble que parfois le process d'achat public n'est pas le plus fluide, ce qui peut parfois expliquer la volonté de développement interne. Donc ça, c'est plus pour comprendre, peut-être aussi de comprendre vos rapports avec ces acheteurs publics. Et le dernier, justement, sur l'IA, j'imagine que dans vos outils, de plus en plus, vous avez des outils d'IA embarqués, peut-être savoir justement quelle collaboration technique vous mettez en place sur cet aspect-là. Le temps presse, je vais essayer d'être bref. Justement, la position du CSF et ma position là-dessus, c'est il faut pas. L'idée d'une solution qui serait choisie parmi ceux du marché aujourd'hui, ce ne semble pas la solution la meilleure, parce que justement, ce qu'on pense, c'est que la concurrence, il ne faut pas passer d'un verrou à un autre verrou. La concurrence a énormément de vertus. Et si vous demandez au ministère, pour des raisons à la fois régaliennes, ils veulent justement, des fois, avoir des solutions différentes. Et ça s'explique. Et ben, on passe à l'échelle parce que déjà, en fait, quand vous prenez une échelle, en fait, il y a des barreaux. Et donc, en fait, on passe d'un barreau à un autre barreau. Là, le point, c'est que effectivement, on veut tout de suite avoir la solution ultime. Moi, la proposition qui est la proposition du CSF, c'est de faire passer les acteurs qui font de 5 à 15 millions à peu près d'euros de chiffre d'affaires à 50 millions, puis 100 millions. Et donc ça, c'est des barrières qui montraient justement dans cette échelle. Et ce serait à mon avis une erreur de choisir qu'un seul acteur. Au contraire, jouons la concurrence. Par contre, l'État est là, il a un rôle d'arbitre en imposant aux acteurs des normes d'interopérabilité. Voilà ce qui est possible. Et d'ailleurs, je vous ai dit ce qu'on avait commencé à faire en 2021, c'était un travail sur l'interopérabilité. Qu'est-ce qu'on a lancé encore au CSF ? Open Interop sur l'interopérabilité, pour permettre justement à ce qu'il n'y ait pas de friction. Ça, c'est vraiment un point clé de lecture. Et je pense qu'une des... Alors moi, je pense que c'est une erreur, mais cette idée de tout de suite penser grosse, de dire on va avoir un acteur, tout de suite, je vous dis comment ça se finit en France. Il faut un gros acteur pour le cloud. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a été chercher Orange, regardez ce qui s'est passé. Alors qu'il y avait à l'époque un OVH qui était naissant et qui franchement avait des choses à dire. Là, si on veut chercher un gros, bah voilà, vous en trouverez des gros. Hein. Dans le numérique, vous aurez sans doute... voilà. Mais simplement, on va choisir quelqu'un qui ne sera pas forcément bon pour l'État et qui va redevenir quelqu'un qui ne sera pas justement comme nous, avec la sensibilité qu'on a vis-à-vis de nos clients, de la proximité, dans nos différences aussi. Vous avez bien vu que, par exemple, entre Waller, Wimi et Genspot, il y a des différences. Et c'est normal, peut-être, qu'un ministère préfère Waller et un autre préférera Genspot et un autre Wimi. Et ce sera très bien. Et on va grandir d'une échelle. Et ensuite, là, pour le coup, les champions vont apparaître. Je change de casquette. Nous, on a, sur l'IA, vous me dites comment est-ce qu'on fait pour l'IA ? Ben non, on a racheté une boîte dans l'IA l'année dernière. Ça s'appelle SafeBrain.
pour avoir justement de l'IA souveraine dans Genspot. Et on a complété ça pour avoir l'équivalent de Microsoft Copilot, vous savez, le fameux Copilot que tout le monde veut aujourd'hui dans une suite bureautique. On l'a fait en faisant quoi? Du build-up. On a racheté une boîte. Et si vous avez de la croissance des acteurs, vous aurez des logiques de build-up. Et vous aurez les capacités d'avoir des champions. Certains vont aller plus vite, certains vont aller sur des niches, d'autres vont racheter leurs confrères. Et là, vous avez un effet de marché positif parce que la concurrence. Et l'État va s'y retrouver. Ce sera moins cher. Il aura en face de lui plusieurs concurrences. Vraiment, moi, c'est une conviction qu'on a tous depuis le début. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut être ensemble. Je pense que l'idée d'en prendre qu'un, c'est pour moi un risque auquel il ne faut pas qu'on tombe. Avant de passer la parole à M. Dubos et M. Auforêt qui voulait rajouter, Madame la rapporteure, une précision. Oui, j'avais vraiment une demande de précision. Moi, je trouve que l'interopérabilité que vous mentionnez, elle est importante et les clés, elle a été mentionnée dans plusieurs auditions. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre modèle, si je comprends bien, il y a plusieurs solutions. Et effectivement, je partage, l'objectif n'est pas d'aller d'une dépendance à un autre. Mais donc, ce qui signifierait, et ça, c'est ma question, c'est par exemple, est-ce que la suite, aujourd'hui, peut être interopérable avec vos solutions? C'est-à-dire qu'on peut imaginer, aujourd'hui, la suite, c'est dans les ministères, mais que puisse y avoir... Non, mais c'est une vraie question. Et donc, qu'il puisse y avoir d'autres options dans les agences. Vous avez dit la CNAV, c'est-à-dire qu'en fait, on est s'il y a une pluralité d'acteurs, et c'est vrai que ça permet d'avoir des compétences qui permettent d'échanger entre l'État acheteur et l'État développeur, pouvoir garantir la qualité. Alors je vais répondre sur la suite. Vous parlez de la suite numérique, entre guillemets, de la DINUM. Oui, c'est dont on parle depuis le début, j'ai le sentiment. Oui, alors, effectivement, déjà je voudrais... ce qu'a dit Antoine m'a beaucoup fait réfléchir sur les ensembliers. Et je pense que moi je parlais comme mes confrères depuis très longtemps des suites collaboratives. Je crois que je vais changer de vocabulaire parce qu'en fait, une suite collaborative, c'est quand on a d'un côté un tableur, d'un autre côté une messagerie, d'un autre côté un réseau social d'entreprise, etc., etc. Alors que précisément, la force, nous, de la construction de nos produits, c'est plutôt de faire des plateformes. Et les plateformes, ce n'est pas une série de choses, une série de composants, comme a dit Antoine, qui peuvent être issus des communs. Et vous allez voir que j'arrive à la suite numérique. Notre métier, c'est d'en faire un ensemble cohérent et pour l'utilisateur final, une expérience utilisateur fluide. La suite numérique de la DINUM a été assemblée ou est en cours d'assemblage à renfort de millions. Ce sont des composants séparés les uns des autres, strictement séparés. Vous avez Chap d'un côté, une messagerie. Vous avez Visio, lancé là aussi dans une conférence de presse extraordinaire. Et là, franchement, en tant que contribuable, ça m'a fait un peu mal. Etc. Donc vous avez un système de transfert, un système un tel. Et il n'y a pas de liant. Le seul liant qu'il y avait, c'est une solution privée qu'ils avaient choisie, qu'ils sont en train de mettre de côté parce que, voilà, bon, bref. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit parce que ça vous a déplu, mais moi je crois que... la forme, c'était le mot adversaire. Vous savez, nous, on est des entrepreneurs. Oui, en tout cas pas tout l'État, mais cette partie de l'État, c'est une évidence, et je vais vous l'illustrer. Pas tout l'État, d'abord. Ah, c'est mon sentiment. C'est pas un témoignage ni rien. Adversaire, ça veut dire concurrent. Vous comprenez? La nation, je vois ça comme les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est ceux, si vous voulez, la nation dans l'État. L'État, c'est un organisme, comment on appelle ça? C'est pas un organisme personnel. Dans l'État, vous avez la nation qui travaille à l'État. Vous êtes absolument pas dans l'État, parce que vous êtes député de la nation. La nation, madame, c'est pas un gros mot. Hein. La nation, c'est le peuple. D'accord? Bon. Donc, et l'État non plus, c'est pas un gros mot. L'État, c'est... Mais bien sûr. Et vous savez que la souveraineté, elle appartient à la nation. Il y aura un échange, mais est-ce qu'on peut revenir à la question de départ sur bien sûr. Donc sur la suite. Non, mais c'était important. Je voulais préciser quand même cette histoire de composants. Parce que la direction interministérielle du numérique impose
ces composants, elle ne produit pas de plateforme. Ça, c'est notre métier à nous. Eh bien, moi, j'ai lutté avec mes camarades comme ça pendant très longtemps, en disant finalement que c'était des concurrents, que c'était insupportable, etc. C'est vraiment ce que nous pensons, parce que nous avons face à nous des administrations publiques qui nous disent « Ah ben vous comprenez, on nous impose la suite, en plus de ça, c'est gratuit, madame, et donc on ne peut pas vous prendre ». Donc ça, c'est un petit peu insupportable. Mais je me suis dit, soyons raisonnables. Après tout, moi, mon métier, c'est pas de faire des composants. Dans Waller, il y a un outil de visioconférence qu'on a choisi, qui est une brique open source, vous voyez, des communs, et qui est très bien, qui s'appelle Big Blue Button. On a cité tout à l'heure Jitsi aussi. Et voilà que la DINUM, alors que l'État utilisait beaucoup Big Blue Button, par exemple, et Jitsi, se met en tête d'aller créer un troisième bidule. Bon, Visio. Eh bien, j'ai pris mon petit courage à deux mains et j'ai écrit à M. Pacou en lui disant, voilà, moi j'ai réfléchi, et en plus j'ai des clients qui demandent, donc finalement c'est la demande. Je me suis dit, on va laisser la possibilité d'avoir les outils de la suite numérique dans Waller. Un Waller qui soit fait avec la visio de l'État, avec le transfert de fichiers de l'État, etc. On a déjà, je crois qu'on fait tout ça, on a déjà ProConnect, Agent Connect, enfin... Donc c'est logique. Et pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Alors j'ai été donc en entretien avec la DINUM et voilà ce qu'on m'a dit. D'abord, on m'a pas dit non, mais on m'a dit seul Visio pourrait être interconnectable. Donc d'abord, premier constat, parmi toute la liste des logiciels qu'il y a dans cet outil, la suite numérique, seul Visio serait interconnectable avec d'autres systèmes. Ça, c'est une nouveauté, je vous l'annonce. Enfin, c'est pas la seule chose. Deuxièmement, je leur ai dit, bah, très bien, on va faire ça. Elle me dit, oui, mais il faut qu'il y ait un client. On n'a pas l'habitude d'interconnecter les solutions. Je lui dis, donnez-moi, comme toutes les entreprises privées font, un serveur de développement, et puis on s'intègre à coup d'API. Tout le monde fait ça. Pardon, c'est des termes un peu techniques, mais grosso modo, l'état de l'art depuis une dizaine d'années. Ah non, c'est pas possible. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, la DINUM produit la suite numérique qui n'est interconnectable avec personne, avec rien du tout. Et derrière l'argument qu'ils nous ont dit pendant des années, parce que je pense que je suis peut-être pas le premier à leur avoir demandé des choses, mais en tout cas, je suis le premier éditeur probablement à aller là-dessus. Alors peut-être pas, peu importe. Mais ils nous ont dit, mais oui, travaillez avec nous, intégrez nos communs numériques. Mais ils ne fabriquent pas des communs, ils ne fabriquent pas des communs. Alors que nous, on se met à être volontaire parce que nos clients, ils sont obligés d'aller vers ça. Voilà, donc ça, moi, je trouve que c'est un scandale. Et c'est en ce sens que je disais, c'est l'adversaire, vous comprenez bien, c'est absolument pas ni tout le monde, ni quoi que ce soit, mais c'est rageant. Nous, on essaye de travailler pour nos clients. On a beaucoup effectivement, on en a parlé avant, de services publics qui viennent nous voir parce que ce sont des gens qui ont une conscience aussi de la souveraineté numérique. Et franchement, les acteurs de la souveraineté numérique dans les acheteurs aujourd'hui, c'est tout le monde à toutes échelles. C'est pas que les grands ministres ou je sais pas quoi. À toutes échelles, il y a des acheteurs qui font un super boulot. Et on leur dit, non, c'est pas possible, vous allez avoir la suite. Mais c'est quoi la suite? Ah, j'ai une visio, puis ça marche pas trop, etc. On nous a dit ça aussi. Donc après, voilà. Moi, je répète ce qu'on m'a dit et je témoigne, je suis sous serment. Vous comprendrez que je ne peux dire que la vérité. Merci. Madame la rapporteure, avant Monsieur Dubos, parce que j'ai pas oublié. Pardon, excuses, on dérive un peu. Pourquoi, quand même, qu'on se comprenne, pourquoi ça m'a fait réagir? Vous avez le droit de considérer aujourd'hui que la DINUM est un concurrent. Mais le mot... l'État adversaire de la nation, vous pouvez considérer que ça apporte deux mots qui ont quand même un concept assez large. Alors là, vous avez précisé, c'est pas l'État, c'est la DINUM. Ça restait adversaire de la nation. Et vous nous avez dit, je suis entrepreneur, c'est la nation. La nation, il me semble bien plus large, ne peut justement pas se réduire à des intérêts privés, individuels, qui soient entrepreneuriaux, qui soient économiques, qui soient... c'est le principe de la nation. C'est qu'effectivement, c'est un peuple dans sa diversité et que nous, en tant qu'élus, notre rôle est justement de garantir l'intérêt général de la nation au-delà des intérêts particuliers. Ce qui, moi, m'interpelle, et c'est-à-dire que je vois l'intérêt dans ce que vous avez développé, de dire on a un intérêt parce que l'État n'a pas intérêt à développer, parce qu'à l'inverse, il aurait développé des solutions
qui pouvaient être utilisés en dehors de l'État, je pense qu'on aurait même encore un débat encore plus intense, on est d'accord, là il viendrait en concurrence directe. Donc on va dire on a intérêt à avoir la structuration d'une filière numérique. Poser la question de la cohérence, c'est logique, en se disant quels sont les outils pour développer la filière numérique, c'est dans un intérêt général. On a plusieurs acteurs. Qu'un État veuille se doter de compétences et d'outils qu'il maîtrise, c'est aussi un intérêt général de se dire, ben voilà, moi je veux être garanti que s'il y a des rachats, si finalement l'outil que j'ai développé, c'est un outil souverain dont j'en maîtrise les compétences, voire je veux me renforcer pour pouvoir même dialoguer avec les acteurs. Ça aussi, c'est un intérêt souverain. Et donc, au-delà de la puissance des mots, et donc la question n'était pas d'amoindrir votre témoignage, mais plus de dire que ces mots, notamment dans une instance comme celle-ci, elles ont un sens. Et la deuxième chose, c'est que ça révèle quand même d'un sous-jacent où là, on peut avoir un désaccord. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intérêt pour la filière n'a de sens que si ça sert à un intérêt général, effectivement, français. Et que parfois, il faut combiner avec la logique d'un État qui puisse développer des compétences et d'acteurs privés. Et c'est là où il faut qu'on voit comment on arrive à faire les deux. Et j'en viens à ma question. En tout cas, je vous remercie après sur les expériences utilisateurs. Je pense qu'on en a tous plein. Si on commence, on n'a pas fini. Mais peut-être revenir vraiment sur l'UGAP et sur l'IA, parce que vous avez raison. Pour le coup, je pense que la prise de conscience, elle se fait à tous les échelons, et parfois même plus vite au niveau des acheteurs et des utilisateurs qu'au niveau politique. Il me semble que ça fait aussi partie des enjeux. Donc peut-être voir l'UGAP et puis la question de l'IA. Merci. Le temps file, donc je voudrais que M. Dubosc puisse répondre ce qu'il avait souhaité rajouter, et puis qu'on évoque la partie UGAP-IA, et puis ensuite... Merci. Merci. Alors, je rebondis sur vos propos, Madame la rapporteure. Concernant l'articulation entre les efforts au sein de l'État, on a parlé de la DINUM et le développement de la filière. C'est un sujet qui est délicat, en effet. Et qui restera délicat tant que peut-être certains arbitrages n'ont pas été pris encore plus clairement qu'ils n'ont commencé à l'être pour distinguer les rôles. En fait, c'est une question finalement de gouvernance. Mêler le rôle de régulateur et le rôle d'acteur, d'opérateur, c'est malsain. Et ça conduit à des frustrations qui s'expriment ici. Ça se traduit par des situations dans lesquelles nous, on peut témoigner aussi d'autres situations dans lesquelles on a des clients dans le secteur public qui sont sur le point ou qui ont commencé à déployer WIMI, qui reçoivent un coup de fil d'une autorité de l'État qui dit de la DINUM et qui bloque le processus. On a eu ça plusieurs fois avec des écrits, parce qu'ils veulent favoriser la solution, ils veulent favoriser, ou en tout cas les composants, plus exactement. Voilà. Et donc là... Pardon ? Non, c'était pas sur des ministères État. Ouais. Et donc... c'est des situations dans lesquelles là on a l'impression que pour une part l'État joue contre son camp, d'où les sentiments parfois vifs. Et son camp, c'est la nation. Et donc, non, rajoutez pas, monsieur. Donc, je crois que l'approche raisonnable, je pense que ce sont des errements qui peuvent se corriger. Je crois qu'ils ont commencé à l'être. Nous, on appelle à une clarification de la gouvernance sur ces sujets. Il faut distinguer vraiment absolument le rôle de régulateur. Il n'est pas possible que le régulateur cherche à favoriser les solutions, donc d'avoir dans une même hiérarchie. Alors je sais qu'il y a ces notions de start-up d'État, etc. C'est passionnant et je pense que pour un haut fonctionnaire, c'est formidable de pouvoir se dire entrepreneur sur fonds publics. Là c'est pas très sain, et en même temps, il est tout à fait légitime que l'État développe des composants qui assurent des éléments de souveraineté sur des sujets importants. Ça a toujours été le cas. Donc articulation à clarifier entre ces différents rôles. Deuxièmement, ça a été évoqué le sujet des seuils de taille et de la politique. Vous avez posé la question, Madame la rapporteure, est-ce qu'il faudrait favoriser un seul acteur qui, du coup, pourrait être celui qui va à l'échelle. Bon, je crois qu'on est unanime ici pour dire qu'on est plutôt... c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on préconise. Dans certains cas, c'était ce qu'a fait la France avec Dassault, par exemple. Et encore, il y avait quelques exceptions, il y a eu d'autres acteurs, mais enfin c'est ce qu'a fait la France. On voit plutôt des stratégies de développement d'une filière en favorisant
en se concentrant sur les 2-3 meilleurs acteurs. Peut-être c'est ce qu'on fait. Si on devait prendre une analogie qui a été un relatif succès, c'était le développement des télécommunications mobiles en France avec les 3 opérateurs. Ça a été une stratégie de développement. Alors il y avait le sujet, ça se structurait différemment parce que c'était une structuration par les fréquences, les attributions de fréquences. On n'est pas dans le même cadre, mais l'idée de faire émerger 2-3 acteurs est une idée qui permet d'avoir des acteurs souverains, des ensembliers, des plateformes qui peuvent devenir des vraies forces souveraines en Europe. À partir d'un seuil de l'ordre de 50 millions, on parlait tout à l'heure des seuils de 50 à 100 millions, et mon confrère évoquait le fait que pour monter à l'échelle, il fallait commencer par gravir les premiers barreaux. Bon, il y a des barreaux à 50 et 100 millions. À partir de 50 millions, on peut commencer à exporter. On peut commencer à mettre une équipe en Espagne. On a eu des demandes de d'autres pays européens et des pays aussi extra-européens qui sont en demande de souveraineté numérique, qui sont étouffés dans cette dualité aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Et l'Europe a un rôle à jouer, et la France en Europe. C'est ce que la France a fait. Pourquoi l'Inde ou un autre pays achète du Rafale? C'est pas seulement parce que c'est un excellent avion, c'est aussi parce que c'est une façon de régler un équilibre de pouvoir. Je pense qu'on peut faire la même chose avec le numérique aujourd'hui. On a les ingénieurs, on a la base technologique, on a la base de R&D en France en particulier, qui est à vraiment la pointe de l'Europe sur le sujet. On peut intégrer d'autres composants de nos camarades européens, ce qu'on fait. Pour ce qui est de l'IA, pour notre part, on travaille avec Mistral et avec Delos, qui sont deux belles structures françaises. Et on est dans une approche... nos collègues ont fait le choix de faire des intégrations par acquisition. Chacun poursuit ses stratégies, et je crois que c'est cette diversité aussi qui fait la richesse de notre filière. Merci beaucoup. Le temps est passé largement, donc merci. Oui, un dernier mot rapidement. C'était sur l'UGAP. Je vous en prie. En plus, on va finir sur une bonne nouvelle. L'UGAP a longtemps été justement, tout simplement faisait ce qui était dans le marché. La première page des achats logiciels, c'était un gros logo Microsoft, un gros logo Oracle et un gros logo SAS Institute. Et puis après, il y avait justement un fichier Excel d'ailleurs, qui était, et là je le dis parce que c'est un vrai Excel, qui était avec le multi-éditeur, tout le reste. Et donc nous. L'UGAP a un changement clairement là-dessus. On travaille avec le CSF pour changer et les politiques d'achat, mais même le marketing d'achat, pour qu'effectivement des acheteurs publics arrivent non pas sur de la pub, parce qu'il faut appeler ça comme ça, fléchée, parce que c'était plus simple, vers les grands acteurs, mais il y a un travail qui est fait avec la filière pour mettre en tête de gondole quels sont justement les acteurs qui peuvent compter dans chacune des catégories. Donc là, il y a tout un travail qui est fait entre les équipes du CSF et de l'UGAP, et il y a un vrai changement. Donc voilà, il y a aussi des choses qui bougent, et ce que je pense, moi je voudrais finir là-dessus, c'est que moi je vois plein de choses qui bougent dans le bon sens, mais souvent elles ne sont pas alignées. Il y en a certains qui retirent la corde et on recule de 2 pitons. En fait, c'est ça qui des fois crée un peu de frustration. Sur l'histoire longue, on voit qu'il y a eu des moments où on était tout près d'être dans la bonne direction. 2022, les suites bureautiques. Pourquoi est-ce qu'on lance un truc étatique ? Là, l'UGAP, on est en train de faire un truc qui est vraiment bien. Je me dis, qu'est-ce qui pourrait arriver que ça va s'arrêter ? Vous voyez, il y a aussi cette idée d'alignement qui est vraiment dans le précis, dans l'exécution, et sur lequel, je pense, tout le monde pense qu'il faut que là-dessus, on crée ces conditions d'alignement. Mais il y a des bonnes nouvelles. Scaleway, l'UGAP dont je vous parle, le fait qu'on soit toujours là depuis 20 ans, et qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une industrie qui a survécu à l'ère nucléaire Microsoft. Vous pouvez voir ça aussi en tête. Et on est là et on est solide. Vous voyez, on n'est pas... voilà. Donc ça, c'est pour moi plutôt des facteurs d'espoir. Et l'IA rebat les cartes. Dans ces moments-là, tout le monde doute. Microsoft le premier. Et donc ça réouvre. Je ne veux pas dire d'hiver nucléaire, c'est comme pour les dinosaures. Quand il y a un changement d'espèce, il y a, hop, tout d'un coup, les petits mammifères ont eu l'avantage. Donc c'est pour ça que moi je suis très confiant. Merci sur cette dernière partie qui faisait référence, je suppose, au manifeste de Palantir. Je vous remercie pour cette audition et je suspends la séance.